Bah, en Angleterre, tu dis que tu fais de la viande halal. Oh, great. C'est une bonne viande? Est-ce que c'est de la bonne viande? Mais oui, c'est de la bonne viande. Vas-y, pourquoi pas? On y va, let's go. En France, c'est halal. Oulala, c'est problématique. On a eu des propositions incroyables. J'ai reçu des offres d'achat avec plusieurs millions. Beaucoup de gens nous disent, ouais, vas-y, ouvre une autre boucherie, je sais pas où, il y a besoin. Moi, j'ai des finances. Je veux pas. On va chuter, on va s'effondrer. Parce qu'on sera des businessmen, on sera plus des artisans. Nous, dans notre domaine de la boucherie haut de gamme, c'est impossible. Dans ma vie intime, avec mon épouse, etc., je suis Karim, mais ça me fait du bien aussi d'être le jumeau. Si vous m'enlevez mon frère, vous m'enlevez moi aussi. C'est ma force, en fait. Très fort, quand même, la humilité, c'est incroyable, quoi. C'est très puissant. Moi, je me sacrifie pour ma famille. Je m'en fous de moi. Je m'en fous des éloges qu'on va entendre sur moi. Moi, ce que je veux, c'est que ma famille soit bien. Il faut qu'elle soit heureuse. J'aimerais beaucoup savoir dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui. On va commencer par Slim. Aujourd'hui, on est confiant. Ouais. Donc, avant, à l'époque, on avait... C'est pas confiance en nous, c'est qu'on était jeunes et qu'on avait tout à prouver. Aujourd'hui, on est heureux, on est content. On voit que ça fait bientôt 14 ans qu'on a la boutique et on se kiffe encore plus. Donc il y a une relation entre jumeaux qui est encore plus forte qu'avant, alors que depuis le début c'était vraiment solide. Et là on est heureux parce qu'on a créé en fait notre petit univers. Ouais. Et ça c'est quelque chose. Tu vois, t'es heureux, tu te lèves le matin, tu sais que tu vas aller travailler, mais en fait moi je sais que je vais aller m'amuser. Tu vois, je vais kiffer. Et il y a un échange, il y a de l'avancée et on est vraiment heureux. Et puis il y a beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. Et j'ai toute une équipe. Moi j'ai une brigade, c'est moi qui gère le personnel en fait. D'accord. Et c'est mes garçons, c'est mes enfants. On est avec eux, ils sont avec nous et il y a un chemin qui se fait tout doucement. Donc moi je dirais la confiance. Voilà, on se fait confiance aujourd'hui et on est heureux d'en arriver jusqu'à là. Mais il faut continuer. Voilà, on lâche pas et on veut toujours continuer à se battre et réussir. Très bien. Et vous, Karim, dans quel état vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je suis content, quoi. Je suis vraiment très content si, comme il a dit mon frère, si on peut rapporter quelque chose, surtout pour la jeunesse, ceux qui veulent réussir, voilà, quoi. Il y a un environnement en France qui est pas très bon pour réussir, d'accord, parce que on veut être feignant, d'accord, pas beaucoup travailler, etc. Aujourd'hui, si je peux aider des jeunes à leur dire non, les gars, faut pas faire comme ça. Faut travailler. Faut être passionné dans ce qu'on fait, faut aller loin dans la chose. Et pourquoi pas. Vous sentez vraiment, Karim, qu'il y a une forme de fainéantise, en fait, chez les jeunes aujourd'hui? Dans l'apprentissage, oui, mais c'est pas leur faute. C'est le système qui veut ça. C'est le système qui veut rendre les gens feignants. Et du coup, il y en a qui vont vous dire non, c'est pas vrai, mais oui, c'est complètement vrai. Nous, on n'a pas non plus 80 ans, hein, on est encore jeunes. Et moi, nous, on a fait de l'école professionnelle, je sais de quoi je parle. Vous avez 33 ans, c'est ça? On a 33 ans, et c'est vrai que c'est grâce à notre travail, uniquement notre travail, qu'on a réussi où on est aujourd'hui. D'accord. Mais alors du coup, qu'est-ce qui vous fait dire ça, par exemple, le Slim? Vous avez des difficultés, par exemple, dans le recrutement, lorsque vous êtes face à des jeunes, vous voyez qu'il y a, je sais pas, une sorte de nonchalance. C'est ça qui vous fait dire ça aujourd'hui? Dans le recrutement, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver du personnel. Ouais, j'ai vraiment du mal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas travailler. Deuxièmement, c'est des petits jeunes qui veulent des salaires d'adultes, de papa. Et puis, on leur a appris à être feignants. Il faut pas travailler beaucoup. Il faut savoir que l'entrepreneur, il est riche, il est blindé. Donc, du coup, tout le travail que tu vas fournir, tu vas te faire exploiter. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, le système scolaire, enfin, l'école et les parents, ils sont plus à soutenir le formateur ou l'employeur. C'est-à-dire que demain, j'ai un souci avec un apprenti, l'école, il va pas me soutenir et les parents, ils vont m'engueuler parce que le petit, il a fait une bêtise. Et au lieu qu'ils s'excusent auprès de moi, pardon, désolé, j'ai fait une erreur, ils vont limite me frapper. Donc du coup, il faut plus les titiller, il faut plus rien faire avec ces gens-là. Et moi, il y a 2 ans, je suis parti en Angleterre, à Cambridge, apprendre l'anglais. Parce que je voulais impérativement apprendre l'anglais, j'étais une quiche en anglais. C'est une bonne chose d'aller directement en Angleterre. Exactement. En immersion. Donc j'avais 31 ans, et à 31 ans, dans cette école, il y a que des enfants.
Enfin, des enfants. 17, 18, 16 ans, 19 ans maximum. Donc, du coup, je suis resté avec eux pendant 2 semaines. Et en fait, bon, c'était des bons garçons et des bonnes filles parce que des parents, ils investissaient pour qu'ils apprennent. Mais dans leur tête, c'était, ouais, mais moi, t'inquiète pas pour moi. Moi, quand je vais être adulte, je gagnerai 20, 30 000 euros par mois. Parce qu'il y a du trading, parce qu'il y a du Bitcoin, parce qu'il y a ci. Et moi, je leur dis, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit, il faut que tu trouves un travail, il faut que tu apprennes, tu étudies, et l'argent viendra par la suite. Aime ce que tu fais. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Je sais que techniquement, tous les jeunes, aujourd'hui, ils sont capables de gagner 10, 20, 30, 100 000 euros par mois juste en travaillant 1 heure sur leur téléphone. Et ça, c'est ce que j'avais compris. Donc, du coup, aujourd'hui, quand j'essaie de recruter des jeunes, déjà, c'est impossible. J'arrive pas. Impossible. Impossible. Ah ouais. Trouver des jeunes, c'est pas possible. C'est quoi la moyenne d'âge un petit peu dans votre Moi, équipe? chez moi, ils ont 26 ans. ouais, 26, À partir 30 de ans. 26 ans, ouais. D'accord. 30 ans, mais ils veulent pas travailler, ils veulent travailler peu, ils veulent pas. Ils se réveillent quand ils ont un enfant. Ils sont mariés, ils ont des responsabilités. En fait, il y a que la responsabilité qui va faire réveiller les jeunes. Et c'est vrai que c'est à cause des influenceurs et des magouilleurs comme ça là, Instagram, TikTok, ils leur disent les gars, 10 ça fait du minutes mal. par jour, vous gagnez 100 000 euros. Pourquoi vous travaillez? Ouais. Mais je comprends moi les jeunes. Pourquoi je vais aller travailler? Pourquoi je vais aller étudier comme un âne quoi? Je comprends pas. Alors que je peux gagner 10 000 euros. Et c'est arrivé. Nous on avait quoi? J'avais dans ma propre famille, on a notre neveu qui voulait faire des vidéos YouTube. Ouais. Et ouais, y a un mec Squeezie, je sais pas quoi, il gagne je sais plus combien par mois. Mais écoute, le mec, il est fort dans ce qu'il fait. Mais c'est comme Cristiano Ronaldo, il y a un bon joueur sur 1 milliard quoi. En gros, mais et en plus, alors vas-y, prouve, fais une vidéo. Oui, mais je vais faire après. Mais on lui a dégommé parce que là c'est notre neveu. On pouvait pas parler comme ça à quelqu'un d'autre. On lui a dit mais là tu t'es en train de rêver là. C'est pas YouTube qui va te faire gagner de l'argent. Alors peut-être 1 cas sur 1 million. C'est vrai, mais bon, bref, c'est pas des vrais métiers et franchement, s'il y a des influenceurs qui regardent cette vidéo, arrêtez vos conneries parce que vous êtes en train de faire du mal à la nouvelle génération et un jour vous allez le payer très très fort. Je pense pas que ce ne soit pas de vrais métiers. Je pense que ce sont de métiers nouveaux métiers provisoires qui se sont créés. Quand on regarde un petit peu les coulisses de ces créateurs de contenu, ils bossent beaucoup, il y a une vraie production, il y a des équipes derrière. Enfin voilà, c'est des vrais métiers. Simplement, comme vous l'avez justement dit, Karim, c'est un sur je sais pas combien de centaines ou de milliers de personnes. Ouais. Et c'est vrai, je constate la même chose que vous. C'est-à-dire que il y a cette désillusion un petit peu de la jeune génération quand elle arrive sur le marché du travail en se disant ah ok c'est comme ça en fait c'est pas aussi fun, c'est pas aussi cool et puis je gagne pas autant que ce que j'aurais pu croire. Exactement. Ok, je vais tout laisser tomber et puis je vais me lancer moi aussi sur YouTube. Ouais. Alors why not, pourquoi pas, j'ai envie de dire, enfin on va pas non plus, on n'est pas là pour casser les rêves des gens, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile et je parle aussi avec beaucoup de chefs d'entreprise dans plein de domaines différents. Ils ont un mal fou à recruter c'est très et surtout à ouais. communiquer. Le langage, en fait, avec la jeune génération est presque rompu. La communication est presque rompue, que ce soit en France, aux États-Unis, enfin, dans pas mal de pays du monde. Est-ce que vous avez constaté justement qu'il y a une dégradation au fil du temps? Oui, parce qu'ils respectent plus l'autorité. Ah, ça c'est vrai, c'est un good point. Il y a une hiérarchie, en fait. Ouais. Moi, j'estime que je ne suis supérieur à personne. Je suis pas plus fort que lui ou que l'autre. Simplement, quand on a un bateau, il y a un seul un capitaine qui tient le navire, ouais, et qui conduit. Voilà. Et moi, j'ai ma boutique, c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Pas parce que je suis le plus fort, je suis le meilleur, pas du tout. C'est parce que j'ai la capacité physique, morale, intellectuelle à diriger cette société pour que tout se passe bien dans des bonnes conditions. Et les garçons, écoutez-moi. Et non, ils veulent pas écouter. Parce que le patron, aujourd'hui, il se trouve à ce niveau-là, et lui, il est à ce niveau-là. Parce que si demain, il arrête de travailler, il sera au chômage. Alors, je rappelle quand même pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas, vous avez lancé une boucherie de produits très haut de gamme. C'est ça. D'accord, c'est ça. Vous, Slim, si je vous posais la même question, si vous deviez résumer ce que vous faites en une seule phrase, vous diriez quoi? C'est, tu vois, t'as un champion de boxe qui a gagné son combat, et il est champion du monde, tu vois. Et il a sa ceinture qu'il apporte comme ça. Et au moment où il prend la ceinture, là, il se pose la question, et là, il a peur, il dit, en fait, maintenant, il faut que je travaille encore plus fort, parce que j'ai réussi à atteindre un pic, maintenant, il faut que je tienne ce pic tout le temps. Donc, sur la durée. Et en fait, moi, c'est ça. J'ai réussi à atteindre quelque chose,
Mais je dois pas descendre, je dois pas baisser et on doit pas piquer ma ceinture. Il faut que je continue à garder ce cap. Et ce cap-là, en fait, c'est mon travail. C'est la rigueur et la continuité et la constance. Mais Slim, moi je trouve que justement le plus difficile en fait dans un travail, dans n'importe quel métier, n'importe quel domaine, c'est de garder ce cap, Oui. de rester à ce niveau-là. C'est vraiment ce qui est le plus difficile. C'est mon travail. Comment vous réussissez à rester là où vous êtes? Tu fais attention à pas mal de choses. Déjà, l'hygiène. L'hygiène, c'est la chose la plus importante. On est dans le domaine alimentaire. Tout le monde des gens peuvent décéder à cause de moi parce que je fais pas attention au nettoyage. Donc c'est garder l'hygiène tout le temps. C'est-à-dire que moi et mon équipe, on nettoie du matin au soir. Ensuite, il y a la qualité des produits. Toujours chercher le top, la qualité, l'excellence. Et la rigueur aussi, parce que c'est Karim qui s'occupe de la partie préparation des chipolatas, des merguez, des milanaises, etc. Donc c'est grâce à lui. Donc on tient ce cap et moi je contrôle toujours. Et aussi la partie clientèle. Moi je dis toujours à mes gars, c'est pas moi qui vous paye, c'est le client qui vous paye. Il faut que le client, quand il vient en boutique, il soit satisfait, il soit heureux et il apprécie, et qu'on soit à son écoute et on lui transmet aussi des conseils de cuisson, des conseils de conservation, et que tout se passe bien. Donc tout ça, c'est ces 3 étapes-là, elles doivent tenir tout le temps. Si on a une des deux qui est défaillant, tu peux dire que ta ceinture, tu l'as perdue. La 3e clé, l'expérience client, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, dans n'importe quel domaine, mais je trouve honnêtement que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Oui. C'est d'ailleurs affligeant, insupportable, même dans des endroits vraiment haut de gamme, de qualité. On n'est jamais sûr d'avoir toujours la même constance dans le service, dans l'accueil, le service. Comment vous faites pour garder justement cette qualité au top? Alors, nous, on est d'origine tunisienne. On mange de la harissa. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que les gens de notre communauté maghrébine, africaine, on a le sens de l'accueil et de l'hospitalité. Quand quelqu'un vient à la maison, il est le bienvenu, on lui offre de l'eau Fidji, on lui offre des gâteaux, on lui offre tout, mais reste à la maison, on est là pour toi. Vraiment, on se sent, quand on est invité chez un arabe, on a envie de rester parce que l'accueil, il est exceptionnel. Mais pourquoi on le fait pas aussi dans le commerce? Parce que c'est notre ADN, on est comme ça. Pourquoi ça, on le prend pas et on le met dans notre commerce? Et puis, pour moi, c'est important, en fait. Cet accueil, cette gentillesse qu'on doit avoir, cette bienveillance, on doit aussi la transmettre à nos clients. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et justement, vu qu'on est présent, on est là et c'est moi qui m'occupe du recrutement, je prends des garçons qui sont bienveillants, qui sont bons. Et on n'a pas cet esprit de on va se la raconter, où on a un ego qui est surdimensionné, où le boucher a toujours raison, le client il a tort, etc. On se fait petit et on se présente, on essaie d'être à la hauteur pour le client. Mais ça, du matin au soir. On veut pas, voilà. Et moi, je contrôle ça tout le temps. Ça, c'est vraiment la base. Vous les testez avant de les prendre en CDI, par exemple? Oui. Comment? On fait un jour d'essai. Et après, on a un mois pour tout contrôler parce qu'on a on l'embauche et après on a un mois pour décider s'il reste en CDI ou en CDD. Et on le voit et tout simplement, en fait, moi je les juge et toute l'équipe aussi juge la personne. Et on fait une réunion, on dit alors qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis d'accord, moi je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je sais pas quoi. Ouais, mais c'est non. Oui, pourquoi pas? Et en fait, il faut que tout le monde valide pour prendre cette personne, parce qu'il va faire partie de notre famille et on va le voir tous les jours. Et s'il dégrade la boutique, il peut aller loin en fait. Donc c'est important. Et puis chez nous, l'honnêteté est une obligation. Par exemple, quand t'achètes, je sais pas moi, 500 grammes de viande hachée, si le client il te dit 500 grammes, tu ne mets pas 1 kilo, tu ne mets pas 2 kilos, tu mets 500 grammes, tu respectes le client. Tu laves bien tes mains avant. Pour nous, le lavage des mains est obligatoire avant de faire quoi que ce soit. S'il respecte ça, ça l'embête, il va pas travailler chez moi. Pour lui, le lavage des mains, c'est aussi une obligation pour respecter le client et pour pas que les gens tombent malades en fait. Et aussi le tarage des papiers. C'est-à-dire qu'on facture pas le papier. Tu vois, le papier, quand on emballe la viande, nous, on appuie sur un bouton qui s'appelle T, la tare, en fait, pour pas facturer le papier. Et ça, tu vois, c'est des petits détails qui font qu'en fait, tu respectes le client et le client, il se sent en confiance et t'es dans l'honnêteté totale, en fait. Ça, c'est vraiment des détails qui sont importants dans votre domaine d'activité, dans votre boucherie. Mais si on parle de manière un peu plus large pour les personnes qui nous écoutent, comment vous faites, en fait, pour transmettre votre passion et votre désir du travail bien fait
à des gens qui, de prime abord, vous ne les connaissez pas. Enfin voilà, vous leur faites confiance, ils vous font confiance pour travailler avec vous. Mais je trouve que c'est quand même difficile de transmettre ça pour garder toujours cette constance, encore une fois, dans la qualité du service. Ben, on est nombreux quand même, hein. On est nombreux, c'est tout le monde qui va travailler comme ça. Ouais. Et lui, il va s'imprégner, en fait. Le modèle. Il va s'adapter. Il va s'adapter à l'équipe, en fait. Donc c'est en fait, plus on est nombreux, plus les gens ils ont notre manière de travailler, et plus c'est facile en fait d'apprendre, quoi. Par exemple, je sais un de nos premiers salariés qui est toujours avec nous aujourd'hui. Et c'est quoi, une dizaine d'années qu'il est avec nous. Et on a mis du temps à le former. On a mis, je crois, peut-être 1 an et demi à former. Le second salarié, il a un peu moins de temps. Et puis aujourd'hui, en 3-4 mois, quelqu'un qui est assez motivé, il peut faire pas mal de choses dans l'établissement. En fait, je pense qu'on peut résumer ça en une phrase, c'est d'incarner les valeurs que vous prenez. Parfois, c'est pas toujours le cas, hein, même chez les plus grandes marques. Hein, donc, c'est pour ça que je suis là et je contrôle ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut pas avoir plusieurs boucheries. Ouais. Voilà. C'était la question, c'est pas scalable du coup. Beaucoup de gens nous disent vas-y, ouvre une autre boucherie, je sais pas où il y a besoin. Moi j'ai des finances, moi je connais des gens, je veux pas, laissez-moi tranquille. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour vous. C'est compliqué. Il faut qu'on nous laisse. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui on arrive à maîtriser totalement ce qu'on fait. Des fois c'est difficile, mais on est là. Et je sais que si demain j'ouvre à droite à gauche, j'ouvre plusieurs boucheries, 2, 3, 4, 10, 20, on va chuter, on va s'effondrer. Parce qu'on sera des businessmen, on sera plus des artisans. Et en fait, je pourrais plus transmettre l'amour. Karim ne pourra plus transmettre l'amour qu'il y a au labo et moi à la boutique. Et en fait, c'est important. Et nos garçons, ils travaillent pour nous. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà des gars, ils disent, si demain t'es plus là, moi je pars aussi. J'ai besoin de toi en fait. J'ai besoin que tu sois là, tu stabilises tout et ça se passe bien. Et en fait, il y a des commerces où tu es capable de, on va dire, franchiser ou vers d'autres boutiques. Nous, dans notre domaine de la boucherie haut de gamme, c'est impossible. Ouais. Il faut faut contrôler toujours tout le temps et garder cette rigueur. Le client il est exigeant quand même. C'est nous qui voulons un client exigeant. Nous, on est exigeant avec nous-mêmes. On fait le maximum pour notre client. Mais le client aussi, il est exigeant, surtout après le corona. Il y a eu quelque chose qui s'est passé où le client est devenu trop exigeant. Des fois, c'est un peu abusé, mais on s'adapte à ça. D'accord? Et du coup, il faut faire très attention, quoi. Voilà. Donc, si je prends l'exemple de Pierre Hermé ou Thierry Marx, que vous admirez beaucoup, qui ouvrent des boutiques régulièrement, tous les ans avec des nouveaux concepts, c'est forcément au détriment de la qualité, vous pensez ? Je pense que moi j'ai vu un de ces concepts qui était pas du tout c'est pas du Michelin, quoi. Voilà, c'est un concept qui va avoir un burger, quelque chose comme ça, quelque chose de simple. En général, ils vont pas chercher dans la complexité. Pourquoi ? Parce ils pourront pas tout assumer. Du coup, ils vont faire. Je sais qu'il a fait un truc sur une aire d'autoroute. J'ai vu ça où il avait que 5 plats à disposition. Ouais, vous parlez de Thierry Marx. Hein. Oui, de Thierry Marx. C'est pas très compliqué en soi. Je dis pas que c'est pas simple, mais c'est très bien ce qu'il fait. Mais je veux dire, c'est très intelligent d'avoir fait ça que d'avoir mis de la complexité partout, en fait. Donc, il a fait quelque chose qui peut être reproductible partout, en fait. Quand je prends ces exemples-là, parce que ce sont des personnes qui, au départ, étaient des artisans comme vous, passionnés, qui ont fait un travail remarquable, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est devenu plus des businessmen que des artisans. Exactement. C'est pour ça, nous, on a notre limite. Aujourd'hui, on voudrait pas avoir plusieurs boucheries, en fait. Voilà. On fait d'autres choses parce que on a aussi pas mal de professionnels avec qui on travaille, qui nous font confiance. On travaille beaucoup avec d'autres pays aussi. On fait du consulting et ça nous apporte beaucoup. Surtout moi, j'ai une passion là-dessus. Mes clients me rapportent beaucoup d'humanité, etc. Donc j'adore ça. Donc on fait d'autres choses à côté, mais toujours en restant dans notre domaine de la boucherie. Oui, il faut pas s'écarter. Faut pas s'écarter, Ouais, comme ça tu peux garder la qualité tout le temps. Ouais. Et on aime ce qu'on fait. En fait, nous, on est des kiffeurs. Tu vois, une fois, j'ai dit à un client, je lui ai dit, t'as vu, tu kiffes la Play? Lui, c'est un gamer. Je lui ai dit, moi, mon gaming là, mon jeu, ma Play, elle est dans la boutique. C'est la boutique. Moi, j'adore ce que je fais. C'est votre terrain de jeu. Ouais. Et je pense que c'est un mot un peu fort, mais on perdrait notre âme si on devient des businessmen on ouvre plusieurs boucheries. Ça ne nous intéresse pas.
Et d'ailleurs, ça, c'est une passion que vous avez depuis assez longtemps. En préparant cet entretien, je suis tombée sur une phrase qui m'a beaucoup marquée. À 20 ans, vous dites à vos parents, je cite, « On va ouvrir une boucherie et ce sera la meilleure de Paris ». Donc déjà, à l'époque, vous aviez beaucoup d'ambition. Qu'est-ce qui vous donnait envie de vous lancer dans ce domaine, la boucherie, à un âge si jeune à l'époque? Qu'est-ce qui vous donnait ce désir-là? Alors, en fait, ça a commencé par moi, où j'étais attiré par la boucherie depuis plusieurs années. J'étais prof de karaté. Ok. Je travaillais aussi je faisais autre chose aussi. Je travaillais de tout ce qui est garage, etc. Donc dans la mécanique, et j'étais aussi prof de karaté avec mon frère jumeau. Mais j'ai toujours été attiré par la boucherie, mais toujours. Et j'ai eu quelques problèmes de santé. Donc j'ai perdu on va dire un peu, j'ai perdu l'usage de mon genou droit pendant quelques temps, et du coup j'ai dû arrêter le sport, etc. Et du coup je me suis dit bon allez vas-y fais ta passion. Donc je me suis mis dans la boucherie. J'ai eu l'opportunité d'acheter on a eu l'opportunité d'acheter une petite boucherie de quartier, vraiment toute petite. D'accord. 26 mètres carrés. 26 mètres carrés, vraiment tout petit truc. Et j'en ai parlé à mon frère, je dis voilà, je veux qu'on se lance dans la boucherie, etc. Et mon frère était aussi attiré par la boucherie, mais un peu discrètement, quoi. Il voulait pas se l'avouer, quoi. Voilà. Donc du coup il m'a dit franchement ouais ça m'intéresse. C'est vrai, c'est pas vous qui l'avez obligé, non, qui l'avez influencé. Du coup il s'est inscrit à l'école de la boucherie qui est dans le 12e. Ok. Une très très bonne école. Vous confirmez, hein. Ah oui. Et mon frère m'a dit mais Karim, ça y est, c'est tout ce que j'ai voulu dans ma vie, c'est ça en fait. Ça me plaît, la viande, ça me plaît, c'est exactement ça. Et du coup, on s'est retrouvés, du coup, on s'est associés, du coup, on a ouvert ensemble, et on a passé 3 ans et demi que mon frère et moi, quoi. Donc on était que deux. C'était dur. Et qu'est-ce qui vous attirait dans la viande? Parce que c'est quand même un univers qui est assez particulier, surtout pour quelqu'un de 20 ans, vous étiez jeune. Alors c'était un peu spécial en fait, il y avait un peu on était un peu complexés. Pourquoi? Parce que moi qui étais fan des boucheries, je passais devant une boucherie française, le mec bien rasé avec avec un costard, enfin avec une cravate, etc. Je voyais des roast beef, c'était trop beau pour moi. L'étalage était joli, etc. Et quand j'allais dans des boucheries halal, tout ça, je dis mais il y a rien en fait, il y a rien du tout. Je commençais à regarder un peu des reportages sur France 5, France 3, etc. Je voyais le poulet de Bresse, je voyais l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel, je voyais le bœuf japonais, je sais pas quoi. Je dis c'est quoi, c'est pas possible. On a pas ça en halal. Et du coup, j'étais tellement motivé que j'ai dit à mes parents et avec mon frère, j'ai dit on va ouvrir notre boucherie, mais ce sera la meilleure boucherie de Paris, et on va faire. Et mes parents, on avait 20 ans, quoi. Hein. Ouais. Mes parents, au lieu de me dire mais Coco, tu rêves un peu trop. Surtout que tu sais même pas désosser quoi que ce soit, tu sais même pas la différence entre du veau et du bœuf. Voilà, tu rêves un peu. Et mes parents ils m'ont dit oui. Vas-y, fonce. On te fait confiance, en te croit. Et franchement, c'est grâce à ce petit instant de quelques secondes là, ces petites phrases de oui, vas-y, fonce. On te croit. Mais on sait que tu vas réussir. C'est tout ce dont on a besoin quand on est jeune et qu'on veut se lancer en fait. Mais c'est incroyable. C'est la vraie motivation. Mais c'est un petit mot positif qui a coûté juste quelques syllabes. D'accord, mais et du coup c'est grâce à ça qu'on a réussi. Et du coup, on a été élu meilleure boucherie de Paris par un concours sur Paris, pas mal de magazines aussi, etc. Du coup, en gros, on peut dire qu'on a réussi, mais comme il a dit mon frère tout à l'heure, une fois qu'on arrive en haut, après c'est difficile de rester, quoi. Donc du coup, il faut pas trop, j'en parle pas tous les jours, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai, vous faites bien effectivement de le préciser, c'est que vous proposez une viande d'exception, de très très grande qualité, tout ça en halal, et si je me trompe pas, vous étiez les premiers en fait à le faire. Ah oui, totalement, ouais. On a été les premiers à faire pas mal de choses. On était les premiers à lancer, on était la toute première boucherie en France à faire de la viande bio. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut plus dire bio parce qu'il y a une loi qui est passée il y a quelques années qui le bio ne peut pas être compatible avec le halal. D'accord. Donc c'est une loi européenne. Toute boucherie confondue. Toute boucherie confondue. Ah oui, d'accord. Une boucherie qui est écrit bio halal sur sa devanture ou il a pas le droit en fait. Donc nous on utilise d'autres termes, on utilise élevage naturel ou issu de l'agriculture biologique par exemple, mais le mot bio on peut pas le dire, c'est interdit. Mais donc pour revenir au passé, on était la toute première boucherie à proposer de la viande bio, mais pas que.
On était aussi la toute première boucherie à faire de l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel, du poulet de Bresse, du wagyu aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi des viandes un peu exotiques. On a fait du yak, on a fait de l'autruche, du bison et tout ça. On était du chameau. On a fait de l'autruche. On a fait du zébu, on a fait pas mal de choses. Du moment que vous ne me dites pas du cheval, ça va. Non, si vous me dites du cheval, là, je quitte ce non, plateau. On n'a pas fait de cheval du tout. Non, Il est impossible pour moi. Mais Karim, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas le droit d'utiliser l'appellation bio. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Parce qu'en fait, la bête vivante, elle est bio, mais une fois qu'elle est abattue selon les rites islamiques, elle peut plus être bio. Parce que si elle est abattue si elle est abattue avec électroarthrose, par exemple, sans assommage, etc., on peut plus l'appeler bio, en fait. D'accord. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes, en fait. Les textes de loi, ouais. Oui, c'est ça. Ils parlent pas du halal ou du kasher. Ils disent voilà, si la bête elle est pas assommée, on peut pas l'appeler. Elle perd l'appellation bio. Donc si j'ai bien compris, c'est uniquement pour le halal, donc pour les musulmans. Pour le halal et le kasher aussi. Et le kasher aussi. Bah oui. Ok. Oui. Et du coup on a certains produits chez nous qui sont vivants bio, mais en viande, sur l'étiquette, on peut pas l'écrire bio parce que ça ne l'est pas en fait. Légalement, ça l'est pas. Éthiquement, ça l'est. Logiquement, ça l'est parce que la bête, quand elle était vivante, elle était bio, mais après, ça l'est plus. Voilà. Mais nous, on se casse. C'est la loi. On se casse pas trop la tête avec ça. Mais vous la comprenez cette loi? Non. C'est de la politique. Hein. Nous, on fait pas de politique du tout. On fait pas de politique, mais c'est de la politique. Et puis on est trop peu nombreux en France à proposer des produits haut de gamme pour se rassembler et faire quelque chose, quoi. Déjà la loi elle est passée, c'est trop tard. De toute façon ça sert à rien. Les produits de niche, c'est pas tout le monde qui est intéressé. C'est une toute petite partie de la population. On le sait. Il y a vous allez voir les commentaires, plein de gens ils vont vous dire qu'on est des voleurs, des tricheurs, des choses parce qu'ils peuvent pas comprendre. En fait, il y a deux types de personnes dans la vie, d'accord? Je parle pas du milieu financier, je parle plutôt du milieu culinaire, d'accord? Vous avez des gens qui vont, quand ils vont manger quelque chose, ils vont avoir comme un espèce d'orgasme alimentaire, d'accord? Ils vont manger, ils vont avoir une satisfaction, ils vont apprécier. Moi, c'est mon cas. En tout cas, dans notre famille, c'est notre cas. C'est-à-dire que limite, je sais pas si vous connaissez le film Astérix et Obélix. Là, je sais plus c'est lequel. C'est Astérix, il dit on vit pour on mange pour vivre. Oui. Et Obélix dit on vit pour manger. Voilà. Et en gros, c'est à peu près ça. Il y a des gens qui vont avoir un plaisir culinaire et il y en a d'autres qui vont pas avoir de plaisir culinaire. Donc ça veut dire que s'ils mangent une viande de qualité ou pas, simplement pour se nourrir en fait. Pour eux ça va pas parce que leur palais il est pas fait comme ça. Et ça, il faut le comprendre. Moi, je comprends. Quelqu'un qui va fumer, il va pas avoir le palais de quelqu'un qui va pas fumer. Quelqu'un qui mange trop sucré ou trop salé ou trop gras, il va pas avoir le palais de quelqu'un qui mange raffiné. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Du coup, nous nous adressons aux gens qui ont ce palais-là. D'accord? Et malheureusement, beaucoup de gens ne vont pas comprendre ça. Peut-être qu'un jour, ils vont le comprendre. Mais pour les gens qui comprennent, on est là pour eux. Voilà. Et du coup, la majorité de notre clientèle viennent pour avoir ce plaisir gustatif. Et c'est bien pas une question d'argent. Là, on parle pas d'argent. C'est quoi justement le problème qu'on vous reproche souvent? C'est ça? C'est les tarifs? Celui-là qui a pas de culture culinaire, il va nous critiquer. Sur vos prix? Sur les prix. Surtout, en fait. Surtout. Ouais, il va pas comprendre comment nous on travaille. Il va pas comprendre que nous quand on fait des kaftas par exemple, on n'utilise pas n'importe quel sel. On utilise du sel de Guérande. Le sel de Guérande, on va le débactériser par exemple. On va pas mettre des oignons hachés, on va les confire les oignons. Donc il y a du travail derrière. Il y a énormément de main d'œuvre. On n'a pas besoin d'une boucherie comme la nôtre. Si on faisait du conventionnel, on serait 8, on serait pas 26 ou 25. On serait 8, pas plus. Mais on a énormément d'éléments en plus. Pourquoi? Parce que on fait les choses qu'on voit pas à l'œil, en fait. On voit pas à l'œil. Faire de la charcuterie sans conservateur chimique, c'est quelque chose qu'on a mis en place nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est des années et des années de travail. C'est pas venu comme ça, c'est quelque chose qu'on a dû créer. Et tout ça, on a dû le créer, même pour l'abattage halal en bio à l'époque. On a dû aussi créer, on a dû voyager, on a dû négocier avec les abattoirs. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça, en fait. C'est quelque chose quand on a je me rappelle à 24 ans, on a commencé à faire ça. On a sillonné partout la France. On a fait pas énormément de choses, en fait. On n'est pas juste des bouchers qui appelons notre fournisseur. Non, on a fait tout de A à Z, en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour le poulet de Bresse, on a dû se déplacer.
pour négocier avec un abattoir qui faisait qui faisait pas du halal. Pour faire du halal, donc du coup on a dû ramener un sacrificateur, on a dû mettre des choses en place pour faire justement du poulet de Bresse en halal. Et ça c'était un travail mais titanesque. Ouais, Et j'imagine. aujourd'hui tout le monde le fait. Et ça c'est une bonne chose, on est fiers. Mais nous on s'est battu très très fort. Effectivement, Vraiment vous avez très, porté très fort. beaucoup de nouveautés Mmh. et d'innovations dans votre domaine. Mais en réalité, c'est vrai, quand on va dans un restaurant étoilé, Ouais. on paye pas le même prix que si on va manger chez Otakos. Pour moi, Bien ça me sûr, semble bien totalement évident. Bien sûr. Et visiblement, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est ça. Oui. Mais vous êtes vraiment positionné en haut de gamme dès le départ. Au début on a commencé doucement. On avait en 2010 on avait 20 ans. La seule qualité qu'il y avait en halal c'était le label rouge. Le Donc, poulet du coup, fermier, quoi, avec ça. L'agneau, il y avait pas d'agneau fermé, il y avait pas de bœuf bio ou de Galice, il y avait rien de tout ça. Donc du coup, on a commencé tout doucement et on est monté au fur et à mesure. Vraiment, on est monté tout doucement pour réussir à faire quelque chose de bien. Alors, je reviens quand même sur la citation. On va ouvrir une boucherie et ce sera la meilleure de Paris. Alors, je vais poser la question d'abord à Slim. Est-ce que vous estimez avoir atteint votre objectif ? C'est la meilleure de Paris ? La vérité, quand on réfléchit bien, je peux pas dire oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faudrait que j'aille voir toutes les boucheries, et c'est pas mon cas. En général, je visite personne, et donc je peux pas. C'était un objectif qu'on avait, mais aujourd'hui, c'est plutôt on est dans notre univers, dans notre monde, et on veut pas faire de la concurrence à lui ou à l'autre et se dire que nous on est supérieur ou meilleur à lui. C'est pas une bonne mentalité. Votre concurrent, en fait, c'est vous-même. Oui, en fait, la vérité, j'ai aucun concurrent. Pourquoi ? Parce que il y a du travail pour tout le monde. La population, elle est impressionnante. On est, je sais pas combien de millions d'habitants, et en plus, consommateurs musulmans, il y en a énormément aussi en Île-de-France. Donc du coup, chacun sa clientèle et tout le monde peut s'en sortir sans souci en fait. C'est quoi, du coup, votre objectif aujourd'hui, ultime ? L'objectif ultime, c'est de garder la qualité je sais pas. Moi, en tout cas, pour moi, c'est garder la qualité, c'est ce qu'il y a de plus important. Toujours proposer de l'excellence et que on a une clientèle qui soit satisfaite. Ça, Travailler c'est vraiment- peut-être avec les plus grands restaurants ? Non. Parce qu'il y a de quoi faire Non, quand non, même à non, Paris. non, je veux pas. C'est vrai ? Non, c'est Non, un Juliette. monde de racisme incroyable. Tout ce qui est étoilé, ça ne m'intéresse pas du tout. On a mangé pas mal d'étoilés. C'est des racistes incroyables, et je suis pas une victime du tout, donc ça me n'intéresse pas du tout. S'ils Alors veulent là, venir, on ils sont les sent bienvenus. l'expérience, On sent le l'expérience vécu. énormément. Qu'est-ce qui Alors, on s'est travaille passé avec pas mal on travaille avec pas mal de restaurants, Ouais. et je suis très très content. Mais franchement, tout ce qui est étoilé là, on est des extraterrestres pour eux, quoi. En fait, c'est eux la race supérieure et nous on est inférieur, quoi. Ok, c'est leur délire, c'est pas mon problème. Je veux pas travailler avec des étoilés parce que pour eux le halal c'est quelque chose de malsain. C'est des babouches, c'est le couscous, c'est la Tunisie ou le Maroc avec le thé, etc. Ils mélangent tout. Ils peuvent pas comprendre qu'on peut aussi faire des choses incroyables. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais il y a certaines races qu'on utilise, qu'on est les seuls à faire. D'accord, on a l'exclusivité sur pas mal de viandes dont on est les seuls à faire, donc aucun étoilé le fera, parce que j'ai pris l'exclusivité, parce qu'il n'y a pas assez de quantité. C'est pas parce que je veux pas partager, c'est parce qu'il n'y a pas assez de quantité. C'est sur un bœuf qu'on a trouvé en Espagne, qui s'appelle la retinta. Et Ok. qui est impossible à trouver. Alors, il y a beaucoup de fournisseurs qui vendent la falche, donc c'est pas de la vraie retinta. Il y a très peu d'éleveurs, et franchement, il y a une sélection énorme qu'on fait dessus. Et Mais puis clairement, le problème ne vient pas en fait du produit. Vous parlez de racisme. Est-ce que vous Parce avez que senti c'est une forme de halal. mépris Non, de la part de ces en fait, personnes il y a rien. Moi, je ramène rien à moi. En fait, je suis pas une victime. C'est juste, c'est comme ça en fait. En France, c'est comme ça. Je vous rassure, moi aussi, j'aime pas du tout la victimisation, Ouais, moi, je suis donc on va pas- s'entendre Ouais. sur ce point-là. Voilà, moi Mais je je suis pense pas que c'est quand victime. même un sujet important et intéressant, surtout dans ce monde qui est quand même Ouais. assez fermé. Quand on connaît pas trop, c'est plutôt opaque. Donc j'aimerais quand même avoir votre retour d'expérience parce que vous utilisez des mots forts. Bah, en Angleterre, tu dis que tu fais de la viande halal. Oh, great. C'est une bonne viande. Est-ce que c'est de la bonne viande? Mais oui, c'est de la bonne viande. Vas-y, pourquoi pas? On y va, let's go. En France, c'est halal. Oulala, c'est problématique. halal. Mais non, on peut pas travailler sur. On a une clientèle à respecter. Ok. Ah D'accord. oui. Moi, Et là, il y a- aujourd'hui, il y a- t'as des musulmans
qui viennent du Golfe, alors une clientèle jeune, d'accord, qui vont avoir notre âge, qui veulent véritablement manger halal. Donc ils vont prendre de la viande halal discrètement, nanana. Mais travailler avec une boucherie halal, alors ils savent qu'il y en est, non. Donc je pense que c'est une mentalité qu'il faut changer. C'est pour ça que je dis il faut pas qu'on soit on n'est pas du tout une victime et s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus, mais il faut qu'ils changent leur culture, leur façon de penser et moi ça me déplaît parce que je pense qu'on a la même passion de transmettre, de vouloir proposer de la qualité, de donner de l'émotion quand on va goûter quelque chose. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de race ou de nationalité par rapport à ça. Donc si j'ai bien compris, les grands chefs étoilés français ne prennent pas de la viande chez vous uniquement parce que c'est halal. Ouais. C'est ça la vraie raison. C'est parce que c'est halal. Parce que en fait, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est si ça se sait, et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Si ça se sait, qu'est-ce que ça va faire? Je vais avoir des problèmes. Ouais. Bien sûr. Vous imaginez, vous, que dans un étoilé, des clients qui mangent pas halal, ils vont apprendre que il y a de la viande halal, mais c'est un scandale. Mais moi, j'ai du mal en fait à comprendre ça justement. Je trouve ça inconcevable parce que j'ai la chance de pouvoir voyager dans pas mal de pays et je sais que dans n'importe quel restaurant, on peut demander de la viande halal, cachère, même une cuisine végane ou végétarienne. Hein. Et vous regardez pas comme ça. Avec absolument pas. Je sais. Mais en France, c'est un peu spécial. Alors, moi, je me dis, je me bats et en la vérité j'ai pas envie parce que je préfère me battre sur d'autres choses, sur la création de produits de produits de charcuterie sans produits chimiques, des choses comme ça en fait, mais des choses qui me passionnent. Ça vous a touché, non? C'est normal parce qu'en fait dans d'autres pays, parce que nous on fait du consulting. Et j'ai fait du consulting dans plein de pays, d'accord? Et vous êtes servi, vous êtes accueilli comme un roi. Il y a pas de halal, pas halal, je sais pas quoi. On parle pas de ça en fait. On parle de trucs concrets, Quel pays? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, je sais pas, une bonne expérience que vous avez vécue dans un pays étranger? Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? Et qui pourrait nous surprendre. Ouais. Alors j'ai fait l'Espagne. Ouais. J'ai fait le Maroc. J'ai fait le Moyen-Orient. J'ai fait aussi pas mal de pays en Europe. D'accord. En ce moment, je suis sur l'Angleterre. Et ça se passe bien. Ça m'étonne pas que ça se passe bien en Angleterre. Ouais. Hein ça se passe bizarre, bien. Mais ça m'étonne pas, ouais. Voilà, ça se passe très bien. Par contre, en France aussi, j'ai pas mal de clients, ça se passe bien, mais malheureusement, c'est dans le cercle de la communauté musulmane. Voilà, c'est entre nous. Voilà, on fait les choses entre nous, mais ça m'étonnerait fortement que un chef hôtelier vienne me voir en me disant voilà, j'aimerais qu'on travaille un truc pour toi, ou alors ils viendront, mais secrètement. Attention, faut pas le dire. Alors pour les personnes qui nous regardent, elles l'ont déjà bien remarqué, mais pour celles qui nous écoutent uniquement en podcast, je dois quand même préciser une chose. C'est que certes vous êtes frères, mais en plus vous êtes jumeaux. Ouais. Des vrais jumeaux. Des vrais jumeaux, vous ressemblez vraiment comme deux gouttes d'eau. Et on a la même voix. C'est vrai qu'elle se ressemble pas mal votre voix. Alors au téléphone c'est une catastrophe pour les gens. Mais vous n'avez pas la même coiffure. Oui. Non. C'est ce qui me permet aussi de vous différencier aujourd'hui. Il y a que moi qui ai une coiffure. C'est ça. Est-ce que c'est facile de travailler en famille? Ouais. Oui, trop. Ouais, c'est une chance. C'est une chance. Ouais, pour nous, c'est un truc de fou. On a des parents. Dites-moi en plus. En fait, on a des parents exceptionnels. Moi, mon patron, en fait, il y a des gens, ils sont fans de Michael Jackson, ils sont fans de Zidane. Moi, je suis fan de ma mère. Moi, je suis fan de Zidane. Par rapport à la calvitie. Mais moi, je suis vraiment fan de ma mère parce que tout ce qu'on a, notre réussite, on la doit qu'à nos parents. Ouais, c'est vrai. Et maman, elle m'a donné une éducation. Enfin, elle nous a donné une éducation, mais est incroyable, est géniale. Et je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça. Et on a des parents qui est en or. Et en fait, c'est grâce à eux c'est toujours grâce à Dieu, bien sûr, mais c'est grâce à nos parents qu'on a cette réussite-là. Comment ils vous ont aidé concrètement? De quelle façon aussi ils vous accompagnent aujourd'hui? Ça a commencé à enfant, petit. Ouais, dès l'éducation. Moi, ma mère, elle m'a dit, écoute, tu vas faire la vaisselle, tu vas m'aider à cuisiner, tu vas faire les courses. C'est Karine qui faisait les courses. Tu vas au marché, tu vas à la poste, tu vas déposer ci, tu vas faire ci, tu vas prendre des packs d'eau Fidji. Non, il n'y avait pas de Fidji encore. Mais tu vas prendre des packs d'eau, tu vas faire les courses. Moi, je devais aider ma mère à la cuisine. Le linge, c'est moi qui triais le linge, qui sortait les lits, qui tapait les tapis, etc. Donc du coup, depuis qu'on est petit, on a toujours donné un coup de main à nos parents. Et nos parents, ils avaient une société dans le bâtiment, et ils nous ont pas écartés du travail. C'est-à-dire que nous, nos difficultés, vous devez être présents et vous devez savoir ce qui se passe. Voilà, on a quoi comme problème? Donc c'est des problèmes d'adultes. Nous, on était là et on essayait de comprendre. Donc en fait, ils nous ont donné des responsabilités et ils nous ont fait grandir très très vite.
Et quand on est arrivé à presque 20 ans à ouvrir notre boutique, ils nous ont dit foncez, on vous fait confiance, on sera à côté de vous, vous allez réussir. Voilà. Et du coup, quand t'as envie de bien faire, et t'es pas je vais le dire le mot en arabe, un giran. Giran, ça veut dire quelqu'un qui a faim. Moi, je suis pas quelqu'un qui a faim dans le sens argent. C'est-à-dire que je veux avoir mon dû, mais je ne veux pas voler les gens. Ma mère, elle m'a donné, mes parents, ils m'ont donné à manger. J'ai jamais eu de problème pour manger ou pour dormir. J'ai jamais eu de soucis en fait d'argent entre guillemets. Donc du coup, on n'est pas du sens à voler ou alors vouloir l'argent des autres, à être à la médisance ou on veut voler ci, on veut voler ça. Donc du coup, on doit travailler. Et ils nous ont donné la valeur du travail. Et ça, c'est vraiment très important. Ouais, bah il y a 3 choses très importantes que j'ai notées. C'est déjà le sens des responsabilités dès le plus jeune âge. Ouais. Je pense que c'est une excellente chose dans une éducation. Le fait aussi de vous impliquer dans leur business, parce que ça vous a sûrement donné le goût de l'entrepreneuriat. Et vous l'avez dit, la valeur du travail. Et ça se sent quand vous parlez, parce que vous êtes vraiment passionné et vous utilisez des termes comme qualité, passion, c'est votre terrain de jeu, etc. Donc on le sent vraiment. L'éducation, c'est vraiment ce qui est de plus important en fait. C'est ce qui va shaper, comme on dit. Alors on me dit souvent que je fais de l'anglicisme, mais c'est normal. Parce que je passe mon temps à lire, à écrire, à travailler en anglais. Donc c'est pour ça que certains mots ne me viennent pas, c'est pas fait exprès. Mais vous avez compris, c'est ce qui nous forge en fait en tant qu'être humain. Donc voilà, c'est ce qui est le plus important. Si je vous demandais, Karim, de décrire la relation que vous avez avec votre frère jumeau, ça serait quoi? Ah, c'est particulier. Et vous m'avez posé aucune question facile. Pourtant, vous débrouillez plutôt pas mal. Non, mais je veux dire que mes réponses sont toujours bizarres. C'est un peu spécial parce qu'on est jumeaux, en plus des vrais jumeaux. Du coup, on a grandi toute notre vie ensemble. D'accord. On s'est un petit peu perdu de vue à l'école pendant quelques années. Et le fait qu'on s'est retrouvés quand on a ouvert notre boucherie, ça nous a rassemblé plus. Et puis je sais pas, on n'a pas de politiquement correct, on n'a pas s'il te plaît ou excuse-moi. On est jumeaux quoi. En fait, c'est comme si vous travaillez avec vous-même. C'est un peu spécial. C'est vrai. C'est trop fort. Vous ne formez qu'un. Oui. On se manque pas, par exemple. On se dit pas bonjour, on se dit pas merci, on se dit pas au revoir, on se doit rien. Tout ce qui est à lui m'appartient aussi. Et vice versa. Et ça, c'est vraiment important. On calcule pas. Ouais. Est-ce qu'il fait plus d'heures? Est-ce que je fais plus d'heures? Ou je sais pas quoi. Il y a pas de tout ça. Il y a pas de problème d'argent. Mon argent, c'est son argent. S'il prend tout ce que il y a pas de souci. J'ai aucun, en fait, c'est une relation un peu spéciale. C'est plus fort que le mariage, en fait. On est une seule personne. Et par contre, on a besoin au travail, on a besoin de faire des réunions à peu près 5 fois par jour. Wow, c'est beaucoup. Si vous êtes client chez nous, vous nous verrez souvent parler ensemble. On est tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. On communique tout le temps. Et on a notre langage à nous aussi. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. On dit que les jumeaux ont leur propre langage. C'est vrai, ça? C'est vrai. Comment ça se concrétise? Et des fois, on fait les mêmes rêves. Mais c'est quoi votre langage? Ça, c'est des mots. Par exemple, Par exemple, j'ai envie de dire, passe-moi cette bouteille d'eau, par exemple. Je vais lui dire, t'as vu le câble là-bas, la prise, elle est pas mise. Alors qu'en fait, ça veut pas dire ça du tout. C'est passe-moi l'eau. On a nos propres trucs entre nous, en fait. C'est un peu psychologique. En fait, les moi, jumeaux. Je peux pas comprendre. Les jumeaux, c'est complètement outsider, là. Les jumeaux, c'est un peu spécial. Jumeaux, ils peuvent comprendre ça. Parce qu'on a pas mal de. Après, je crois qu'il y a 2 types de vrais jumeaux. Il y a les vrais jumeaux qui se séparent et des vrais jumeaux qui sont inséparables. Et j'aimerais dire aux jumeaux qui sont séparés de pas écouter les autres, en fait. Parce qu'en fait, c'est l'œil des autres qui sépare les jumeaux. Parce qu'en fait, c'est tout le temps les mêmes questions. C'est tout le temps, ah, vous êtes jumeaux? Ah, voilà. Et c'est vrai. Et ça, en fait, quand on est petit, parce que là, on est adulte. C'est du pipi caca, là, ce que je viens de dire. Mais quand on est enfant, en fait, c'est vrai que on est bousillé par ça, en fait. Parce que être des jumeaux, c'est un peu, on est différent des autres, en fait. Et des fois, on voulait être juste nous-mêmes, quoi. Et vous pensez que cette différence, ça met une sorte de pression? Nous, ça nous a rien touché. Au contraire, nous, on a toujours été ensemble. Pas nous-mêmes en général. On parle pas de nous, mais un jumeau, il en a marre d'entendre on est que des jumeaux. C'est qui est sorti en premier? Pourquoi vous vous habillez pas pareil? Est-ce que toujours les questions bateau, quoi. Et donc du coup, en fait, on les pas stigmatise, mais on les met dans un coin. C'est comme s'il ils ont pas de personnalité. C'est les jumeaux. C'est 2 personnes. C'est Karim et Slim. Et c'est pas juste Karim, non. C'est les jumeaux. Moi, par exemple, ça me dérange pas vous me dites, vous m'appelez les jumeaux.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez appelé votre boucherie. Ouais, et c'est comme ça. Moi, ça me dérange pas pas du Karim tout. et Slim, mais les jumeaux. Je suis fier d'être jumeau. Je suis fier d'être avec mon frère, etc. Dans ma vie intime, avec mon épouse, etc. Bah, je suis Karim, mais ça me fait du bien aussi d'être le jumeau. Et en fait, ce que le message que je veux faire passer s'il y a des jumeaux qui nous écoutent, bah, soyez fiers. Parce que c'est vraiment une chance d'être jumeau. Vous pensez que c'est une force? C'est une force, c'est tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez en bien. Voilà. Non, il faut être, c'est bien d'être jumeau. La vérité, moi, je kiffe. Voilà. Et j'aimerais pas être enfant unique, quoi. Enfin, je veux dire, ne pas avoir mon frère, quoi. C'est impossible, quoi. C'est ma force, en fait. Si vous m'enlevez mon frère, vous m'enlevez moi aussi. Voilà. Vous vous sentez plus fort à deux. C'est très fort, quand même. La jumilité, c'est incroyable, quoi. C'est très puissant. Ouais. Ouais, c'est marrant. Mais vous savez, moi j'ai une amie qui est une amie d'enfance, qui a une sœur jumelle. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais j'arrive à les différencier rapidement parce que je les connais depuis si longtemps. Mais c'est vrai que j'ai remarqué pas mal de choses. Effectivement, elles ont une connexion entre elles qui est incroyable. Une connexion qui va au-delà de juste une connexion fraternelle. C'est vraiment quelque chose de spécial quand on a un jumeau ou une jumelle. Simplement, je pense qu'elles ont basculé dans le mauvais côté, ce que vous avez dit tout à l'heure, Karim. C'est que elles ont eu beaucoup de problèmes tout au long de leur vie, beaucoup de chamailleries, beaucoup d'embrouilles, parce que je pense qu'elles ont essayé de se trouver une forme d'identité. Ouais, leur identité à eux. C'est ça. Ouais, c'est ça, de se forger leur propre identité. Nous, on a réussi parce que chacun a sa place. Moi, je suis l'ordre, je suis l'autorité, je suis le rangement, je vais anticiper, je vais prévoir tout. Lui, il est pas du tout là-dessus. Quel est le trait de personnalité qui vous différencie de votre sœur, justement, de votre frère, pardon. Je pensais à mes amis, c'est pour ça. Non, bah moi, ça va être la fantaisie, les rêves, les créations. Voilà, ça va être un peu le magicien, quoi. Le mec qui va créer les nouvelles idées, les idées, quoi. Toujours. Et c'est comme ça que vous répartissez vos tâches, en fait, au travail aussi. Et mon frère est très organisé. Moi, je suis pas organisé comme mon frère. Des fois, je suis même un peu bordélique. Je sais pas, des fois, je sais pas parler. Par exemple, avec un de mes salariés, je vais peut-être pas mal lui parler parce que je suis quand même très gentil. Mais je vais lui dire quelque chose alors que je pense à autre chose. Je peux faire des gaffes. Mon frère, non, pas du tout. Il est très il est différent, il est très organisé, très assidu dans son travail, il a une manière de travailler, une finition qui est excellente. Que moi non, je suis un peu plus brute, etc. Même j'essaye d'être affiné, mais ma nature elle est pas comme ça. Enfin voilà quoi. Et c'est excellent d'être comme ça parce que si on se ressemblait vraiment sur notre notre caractère, trait de personnalité, bah je pense que ce serait un peu plus fade. Voilà. Et vous, Slim, quel trait de personnalité vous différencie de votre frère jumeau? Ben moi, je vais le diriger dans le sens où lui, il a l'esprit d'un oiseau. C'est-à-dire qu'il part loin. Moi, je dis, hey, calme-toi, redescends sur terre. Nous, à ce niveau-là, on est là. Donc, il faut évoluer, mais doucement. Toi, tu vas aller vite. Non, Karim. Et reste concentré dans nous, on est là pour faire des choses bien. Pas pour faire n'importe quoi, pas pour ci, pas pour ça. Donc du coup, ce qui est fort, c'est que en fait, il m'écoute et je l'écoute. Et en fait, on voit qui a tort, qui a raison. Et c'est pas genre, t'as vu, t'as tort. Non, bah vu que t'as raison, et bah je vais te suivre. Des fois, je vais être énervé, je suis un peu des fois colérique. C'est mon frère qui m'a rendu plus calme. Je suis plus apaisé. On s'écoute. Il y a pas de leader en fait. C'est des leaders dans l'instant T. C'est-à-dire que un jour je vais être fatigué, j'ai besoin de mon frère qui me mène. C'est moi qui va prendre le dessus. Voilà, un jour il va être fatigué, c'est moi qui va mener, qui va prendre toutes les responsabilités. Et ça c'est excellent. C'est-à-dire qu'on est fort tout le temps. Mais il y a un travail quand même. On est fort tout le temps. Des fois je suis très faible. Il y a des moments où dans ma vie je suis pas bien, etc. Et quand il me dit, je m'en occupe. Moi je suis là pour toi. Tu veux commencer plus tard, tu veux finir plus tôt. Moi, je suis là pour toi. Moi, je suis. Donc du coup, je me sens protégé, comme si c'était ma maman qui me berce. Et lui, il est là et fait force et vice versa. Et des fois, lui, il dit pas de bien, il est au plus mal. Et moi, je suis là. T'inquiète pas. Et personne peut le savoir ça. Donc vous êtes fort tout le temps. Ouais, on est fort tout le temps. Grâce à ça. C'est comme le dauphin. Le dauphin, vous savez, il dort jamais vraiment parce qu'il a une partie de son cerveau qui se repose et l'autre qui est actif. Et ben nous, c'est à peu près comme ça en fait. Voilà, on est toujours actif, mais il y a un qui va être un peu plus faible que l'autre et du coup, voilà. Mais quand on est fort nous deux, on avance bien. Ouais, est-ce que vous avez d'autres frères et sœurs ou pas? Oui. C'est vrai? Ouais, ça se passe comment avec eux? Ça se passe très bien. Et on a cette relation de frères.
Et là, du coup, je comprends les frères et sœurs, etc. Mais jumeaux, c'est pas pareil. Mon grand frère, je le respecte énormément, je surkiffe. On n'a jamais eu d'embrouille ensemble, hein. Jamais. Mais c'est un kiff de ouf. Mais ça reste mon grand frère. C'est pas mon frère jumeau. C'est pas pareil. Par exemple, on peut aller loin. Par exemple, si demain je dois faire ma douche, si par exemple, je suis tout nu, je pourrais pas être devant mon frère tout nu. Qu'avec mon frère jumeau, c'est pas pareil. C'est comme si je me regardais dans un miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même pas il y a pas de timidité, il y a pas de pudeur. C'est vraiment très profond, hein, la jumelité, hein. Très profond. Et puis, par contre, je pense à vos copines, là, les jumelles. Ce serait bien qu'elles se ressaisissent, en fait, qu'elles soient fières, mais c'est un problème d'ego. Ça peut se jouer aussi peut-être dans l'éducation, hein. Mais tout se change. Alors, en fait, la chose qui a tué le plus de personnes dans le monde, c'est l'ego. Ah oui, ça c'est sûr. C'est le meurtrier numéro 1 du monde, c'est l'ego. L'ego, c'est l'ennemi numéro 1. Ouais. Bah, nous, si vous travaillez votre ego, vous avez tout gagné. Voilà. Après, il y a les différences entre l'ego, le respect, tout ça. Bref, mais l'ego, c'est important pour réussir. Et surtout quand vous êtes dans une affaire familiale, il faut le travailler encore plus. Selon vous, Slim, quelles sont les 3 règles indispensables pour travailler en famille sereinement et avoir le succès et la réussite que vous rencontrez aujourd'hui? L'écoute. Déjà de 1, l'écoute. Écoutez vraiment les gens, c'est important. Moi, je vois, par exemple, des fois on parle, je coupe la parole de l'autre. Laisse ça jusqu'au bout, réfléchis, analyse ce qu'elle a dit, après tu parles. L'ego, savoir se mettre aussi à sa place, hein, ça c'est important. Ne pas se considérer supérieur aux autres, ça c'est très très mauvais. Et puis je dirais la bienveillance, c'est-à-dire que on travaille pas pour sa pomme, on travaille pour un projet, on travaille pour une famille. Donc avoir aussi le sens du sacrifice. Moi je me sacrifie pour ma famille. Je m'en fous de moi. Je m'en fous des éloges qu'on va entendre sur moi. Moi ce que je veux c'est que ma famille soit bien et faut qu'elle soit heureuse. Moi, si je m'embrouille avec ma mère ou avec mon père ou avec mon frère, j'ai abîmé toute la famille. Donc, pourquoi faire ça? Donc, je pense que le respect, l'ego et je sais plus ce que je disais, la confiance, le respect, voilà. L'ego, le respect et l'écoute. C'est vraiment important. Et vous, Karim, vous aimeriez ajouter d'autres règles à ça? Encore une fois, pour travailler en famille sereinement. Ah ouais, c'est la question. Après, nous, on l'a pas signalé parce que on n'a pas de problème d'argent. En fait, faut savoir que on a passé des années sans argent. D'accord? On a vécu des années sans argent et ça ne dérangeait pas dans le sens où on n'a jamais été attiré par l'argent, en fait. D'accord? Notre religion, c'est pas l'argent. Alors, les problèmes de famille, si je peux donner un petit conseil, voilà, si vous savez que votre frère il est fou d'argent, etc., bah faut pas travailler avec lui, quoi. Voilà, ils veulent je sais pas, rouler en Ferrari ou je sais pas quoi, ou prendre tout l'argent de non, il y aura un cadre à suivre par rapport à l'argent, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup l'argent, malheureusement. Et voilà, si vous voulez travailler en famille, mais vous avez un problème d'argent, bah faut se mettre à son compte tout seul. Voilà. Puis il y a le respect aussi. Il y a autre chose. Il y a la religion, la foi. Nous, on est musulmans. On le dit, on est fiers d'être musulmans. Et notre religion, elle nous permet d'être bien et stable et posé. Tu vois, c'est ça qui nous donne aussi notre ligne de conduite. Tu vois, si tu voles un gars, tu triches, tu vas rajouter des choses, etc. Tu vas voler le client. Lui, il s'aperçoit pas. Mais tu sais qu'en haut, tu vas être jugé par rapport à ses actes. Et ça, c'est super important. Et réfléchir à ça, il faut réfléchir du matin au soir pour pas faire de conneries, pour pas faire de bêtises. C'est ça le halal tayyib, en fait. Nous, on est musulmans, fiers d'être musulmans, et on travaille, on vend uniquement de la viande halal, mais nous travaillons notre viande d'une manière halal, éthique. C'est-à-dire, je m'exprime, ça va très loin, hein. C'est-à-dire que, par exemple, faire des merguez avec des viandes périmées, bah, est-ce que éthiquement c'est halal? Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on travaille avec une éthique halal et uniquement une viande halal. Donc voilà, exploiter un ouvrier, est-ce que c'est halal? Parler mal à un salarié, est-ce que c'est halal?
Ne pas se laver les mains après cette sortie des toilettes et toucher la viande après, est-ce que c'est halal? Voler un client, est-ce que c'est halal? Peser des trucs en plus, est-ce que c'est halal? Et ben tout ça, nous on travaille de cette manière-là parce qu'on est musulmans et on essaie de pratiquer au maximum notre religion, notre belle religion dans notre commerce. Voilà. Parce que c'est une responsabilité en tant que musulman d'avoir un commerce, on pèse des articles, il y a des transactions d'argent, il y a beaucoup de familles qui comptent sur nous. Nous on a il y en a des salariés il y a une famille de 10 personnes qui comptent sur son salaire. Donc c'est pas n'importe quoi. Voilà. Et puis il y a des personnes qui viennent, ils vont nourrir leur bébé. Donc on a une responsabilité derrière et du coup c'est pas un jeu en fait. Voilà. On s'amuse, oui, dans le fait de voir l'excellence, etc. C'est notre passion, oui, mais derrière, on sait que c'est sérieux. Voilà. Et je rajouterais autre chose, le fait de faire aussi de la charcuterie sans produits chimiques, etc., sans VSM, donc viande séparée mécaniquement, etc. Et ben ça aussi, c'est une éthique halal. Voilà. Je dis pas que les viandes avec des produits chimiques c'est pas halal. Je rentre pas dans ce sujet. Je fais pas de politique et on n'est pas non plus des imams, d'accord. Donc du coup, nous, on vend de la viande halal. Pour nous, voilà, le halal pour nous, c'est de vendre des trucs sans chimie. Il y a une éthique. En fait. Voilà, il y a une éthique. Le halal, c'est l'éthique. Voilà. C'est l'éthique pas que sur la viande, c'est sur la personne, sur nous. On doit être respectueux envers tout le monde, tous les gens qui nous entourent. Et ça, c'est ça le halal. Voilà. Et ça, c'est super important. Et tu dois penser du réveil jusqu'à quand tu sors de la boutique, tu dois penser comme ça tout le temps. Les gars, t'as pas lavé tes mains, tes ongles, regarde comment ils sont. Ça se trouve, t'as du listeria, t'as de la salmonelle, t'as touché du poulet, t'as de la salmonelle. Tu vas faire de la viande hachée. Pour une dame qui a un enfant ou qui a un bébé qui est un petit peu malade, il peut mourir à cause de toi. Tu te rends compte? Ouais, je me rends compte. Le mec, t'es musulman? Oui, je suis musulman. Tu sais que si tu fais tomber quelqu'un de malade, c'est à cause de toi. Va laver tes mains. Donc ça, c'est super important. L'hygiène, le respect. Il y a des clients qui ont des petites bourses. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a des gens, ils vont se sacrifier. Ils vont pas manger au restaurant pendant 6 mois pour manger de la viande chez nous. Donc du coup, tu l'arnaques, tu le voles. Je trouve que c'est ultra irrespectueux. Donc en termes d'éthique et religieusement parlant, on doit être à la hauteur et on doit honorer tout le monde. Voilà. Et ça, on a cette mentalité-là depuis qu'on a notre commerce, et c'est nos parents qui nous ont transmis ça. Et on doit être comme ça. Et tout entrepreneur musulman ou qui a une éthique et qui croit en son Seigneur, il doit réfléchir comme ça tout le temps. Et pas à la religion de l'argent. Moi, je gagne de l'oseille. Moi, je vais gagner ci, je vais gagner ça. Ça, c'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne éthique. Il faut, c'est Dieu qui te donne ton gain, ce que t'auras. Et toi, tu dois être droit et tu dois pas tricher. C'est super méga important ce que vous êtes en train de dire là en fait, parce que vous utilisez le mot halal dans le sens noble du terme, pas uniquement sur le logo qu'on peut voir sur certaines vitrines ou la façon, le rite d'abattage des animaux. Ça va au-delà. Vous avez parlé d'une éthique de travail, de valeurs humaines qui sont ultra importantes. Et c'est vrai, je vous rejoins sur tout ça, et je pense que ce sont des valeurs humaines, même universelles, que tout le monde devrait suivre en fait, pour apporter un travail d'excellence. Je vais m'adresser à Karim. Vous ne recherchez pas la réussite financière? Non. Non. Si je chercherais la réussite financière, ça fait longtemps qu'on aurait réussi, parce que on a eu des propositions incroyables. Incroyable. Waouh, quel genre de proposition. Incroyable. J'ai reçu des offres d'achat avec plusieurs millions. On a refusé. À l'époque, c'était en 2013, on était encore personne. D'accord, on avait encore rien créé, etc. Je sais qu'un monsieur était venu nous voir, même deux monsieur, un Libanais et un quelqu'un du Golfe. Et pour nous pas pour nous racheter parce qu'on avait rien du tout, mais autant que humain, genre en gros, venez travailler pour moi. Il avait vu le potentiel. Il avait vu le potentiel. Et surtout le mec du Golfe là, il a vu le potentiel énorme, il nous a proposé mais des trucs de dingue, et on a dit non. Pourquoi vous avez refusé? Parce que je voulais être libre avec mon frère, et puis
bon, vous avez peut-être remarqué un peu, on est un peu hyperactif. Je suis beaucoup hyperactif et ma manière de parler des fois, elle est pas éducative, elle est un peu pas comme un voyou, mais elle est un peu Militaire. non, moi je suis un peu désordonné des fois, etc. J'ai jamais compris l'école. Et à l'école, on m'a jamais compris aussi. J'ai travaillé un peu pour des patrons et j'étais très mal compris parce que j'avais une manière de faire, une manière d'apprendre, de comprendre, etc. ou de m'expliquer qui convenait pas aux gens. Et du coup, j'ai dit je vais travailler à ma manière et bizarrement ça marche en fait. Tout ce qu'on entreprend, ça marche, voilà. Et du coup, je peux pas travailler pour quelqu'un d'autre parce qu'il va pas comprendre ce que je vais dire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez moi ma personne avec un mec quelqu'un de grand, charmant, avec une belle moustache, costard, cravate, etc., avec des beaux mots de vocabulaire. Forcément, vous allez faire confiance à ce monsieur-là. Pas à moi qui bafouille un petit peu les mots, qui cherche ses mots, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas un manque de confiance en moi. Hein. J'ai confiance en moi. Mais c'est la logique humaine. Je comprends ce que vous dites, voilà, hein, mais humaine. Avec le Manal Show, j'ai appris à lire les gens et à aller au-delà des apparences. Okay. Donc j'arrive quand même à détecter certaines choses. Moi ça m'a beaucoup aidé ça par contre, mon apparence. Le fait de pas ressembler à un businessman, le fait de ressembler soit à une tête de con, soit un mec débile, eh ben ça m'a grave aidé dans ma vie en fait. Comment? En fait, personne m'embête. Personne m'embête, voilà. J'ai une tête à ne pas être un businessman et du coup c'est top, trop bien, trop bien. Voilà. Donc quand on apprend à me connaître, on me voit différemment, mais quand on me regarde de l'extérieur, c'est vrai que et ça m'arrange beaucoup. Parce qu'au début, on nous a beaucoup sous-estimés. Ouais, mais moi ça me va. Mais moi ça me va beaucoup en fait, c'est la force que j'ai. En fait, c'est la force que j'ai. Voilà. Et du coup, pour revenir à votre question, si j'aurais voulu être riche, on le serait depuis déjà plusieurs années déjà. Et ça m'intéresse pas en fait. Voilà. Ok, j'ai bien compris. Donc l'argent, c'est pas forcément un objectif, en tout cas pas l'objectif ultime pour vous, mais on a besoin d'argent pour vivre sereinement dans ce monde. Aujourd'hui, on gagne plutôt, on n'est pas riche, mais on gagne bien notre vie. Quand je dis bien notre vie, c'est que on a une maison confortable. C'est pas le cas de tout le monde. J'ai le chauffage, c'est pas le cas de tout le monde. Mon lit est bien douillet, etc. Quand je vais faire les courses, je regarde pas forcément la facture. Et ça, c'est ça être riche en fait. Ouais. Faire des vacances à 50 000 euros, acheter une Ferrari ou je sais pas quoi. Franchement, c'est pas ça pour moi la richesse. Voilà, c'est avoir. Bien sûr, je pense à ma retraite. Avec mon frère, on pense à notre retraite parce que le travail qu'on fait, je pense pas qu'on pourrait faire pendant encore 30 ans. C'est pas possible. Il est trop physique. On commence à 5 heures du matin, on finit à 20 heures tous les jours, on travaille tous les jours non-stop, tout le temps. Au bout d'un moment, le corps, un jour, peut-être qu'il va lâcher. C'est prenant. C'est très, très prenant, etc. Donc, du coup, un jour, on aimerait bien arrêter et on pense à notre retraite. Mais pour être riche, millionnaire, franchement, avoir plusieurs zéros dans mon compte, franchement, ça m'excite pas, en fait. Pour les jeunes qui nous écoutent, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut leur dire que c'est possible de bien vivre en ayant une boucherie ? Oui, on peut vivre. Alors, si on est payé à l'heure, honnêtement, autant travailler ailleurs, parce que là, si on calcule mes heures, peut-être je serais à 3 euros de l'heure, peut-être, parce que je travaille beaucoup. Si je faisais 35 heures, je serais au SMIC, peut-être, voilà, on travaille beaucoup, donc on gagne un peu plus que le SMIC, on gagne un peu plus que les gens normaux, on va dire, mais c'est pas l'argent, on pense pas à l'argent. En fait, si vous pensez à votre passion, à la satisfaction du client, etc., l'argent, elle vient toute seule, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Là, je parle pour les jeunes, attention. Parce que pour les personnes qui ont des enfants, etc., qui ont des responsabilités, c'est pas évident de penser comme ça. Je comprends. Attention. J'ai des enfants, tout ça, je peux comprendre. Mais là, je parle vraiment, c'est un truc aux jeunes. S'ils sont chez papa, maman, s'ils peuvent se permettre au lieu de penser à l'argent, penser plutôt à leur réussite, penser à leur,
comment dire ça, à leur apprentissage, Apprendre des choses. à apprendre des choses, même des choses qui n'ont rien à voir. Je sais pas, parler anglais, parler portugais, parler arabe, je sais pas moi, n'importe quoi. En fait, il faut juste apprendre. Le cerveau, c'est un muscle. Il faut apprendre le maximum, et c'est grâce à ça, ces petits outils-là, qu'on va maîtriser jeune, qu'on va réussir dans la vie, quoi. Et quand on réussit dans la vie, forcément, on a de l'argent. Mais ne gaspillez pas votre temps avec le trading ou je sais pas quoi là, le NFT. Moi, je connais pas les trucs comme ça. J'ai 33 ans, mais mon cerveau il est un peu plus âgé. J'ai arrêté de jouer à la PlayStation 2, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc du coup, non, faut vraiment. Nous, on a commencé. Vous êtes d'accord avec tout ça, Slim? Ah bah oui. Ouais. Nous, on a commencé à travailler à 14 ans. C'était quoi votre premier job? Mécanique. Ah oui, c'est vrai, vous m'en avez parlé. D'accord, après je suis devenu carrossier, mais on avait commencé dans la mécanique. Et je me souviens, mon patron, le premier jour, hein, c'était un jour de Ramadan en plus, il était 5h, il m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Et je dis non, moi je suis content, je veux rester encore. Et je crois que je suis resté jusqu'à 20h avec lui, et j'étais tellement heureux parce que le monsieur là, il m'a appris comment retirer une roue. Et moi, pour moi, retirer une roue, je sais pas comment ça marche. Donc du coup, il m'a appris à me laver les mains, parce que se laver les mains à la maison, c'est pas se laver les mains dans un garage mécanique, parce que tout est noir de partout. Donc il faut utiliser des produits spéciaux. Bon bref. Et en fait, j'ai appris à travailler, et avec le temps, je me suis dit, t'as pas d'oseille, t'as pas d'argent, t'as rien. Par contre, t'as de l'énergie, t'as de la force, et t'as du temps. Parce que quand t'es jeune, t'as pas de doyer, t'as rien, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à travailler, et Karim il a aussi travaillé, et on a commencé à travailler sans compter nos horaires. Et on est tombé sur des patrons où on leur disait, nous, on veut pas, même si tu me payes, je veux pas que tu me payes 1 heure de plus, juste apprends-moi la vie, apprends-moi à travailler. Et la règle d'or numéro 1, c'est quand t'apprends, tu parles pas. Donc on avait notre bouche cousue pendant des années, et on est là, on apprend. Et aujourd'hui, on a rarement vu des jeunes, on en a vu quelques-uns, qui ont la même philosophie que nous. Je sais que dans 10 ans, ça va être des têtes, des trucs de ouf, ces mecs-là. Et ça se voit de très très loin. Ouais. Et aujourd'hui, le jeune, il se permet de faire des choses d'une personne qui est à la retraite. Il est sur son téléphone, il fait rien, il flâne. Mais il flâne tous les jours. Il joue à la Play, il joue à Fortnite, il joue à je sais pas quoi, il est sur TikTok. Et qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? Rien. Mais t'inquiète, moi, dans quelques années, 15-20 000 euros, parce que il y aura le NFT, parce que j'ai un pote qui a gagné 10 euros pour le moment, mais dans X temps, il va gagner des millions. Et moi, je vais faire pareil que lui. Et ils sont dans ce délire aujourd'hui. Ils perdent leur temps, en fait. Ouais, ils perdent leur temps. Mais ils vont se réveiller, mais je pense que les générations futures, ça sera pas comme ça, hein. Parce que là, c'est nouveau, en fait. Là, c'est nouveau. Donc, c'est comme les Booba, là, ce qu'il a fait, là. Booba, là. Il a fait un truc, Booba, là, récemment. Les voleurs, les influenceurs qui volent. Je parle pas des influenceurs comme, Hugo Décrypte, le mec qui fait un travail de malade, etc. Je parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui veulent arnaquer les gens. Ou ceux qui montent leur ventre, etc. Ah oui, moi, je parle de ça, lui, moi. Lui, s'attaque plutôt aux influenceurs de télé-réalité, voilà, ce qu'il appelle les influx voleurs. Voilà, les influx voleurs. Bah ça c'est un peu choqué un peu mais en fait c'est nouveau en fait. Donc il faut une génération qui paye ça malheureusement, et puis je pense que les générations futures, je pense qu'il y a de l'avenir, parce qu'à un moment tout va se savoir que en fait il y a pas de secret. Pour réussir, il faut travailler. Mais alors c'est la nouvelle génération, les jeunes là ils vont souffrir de ça malheureusement, ils vont devoir le payer, et c'est eux-mêmes qui auront des enfants qui diront à leurs enfants c'est pas comme ça la vie en fait. Je pense que on a une génération, les jeunes là, un peu sacrifiés, malheureusement. Et du coup, franchement, je les plains. Mais c'est pas leur faute. Et nous, nos désirs, c'était pas les mêmes que des désirs de maintenant. À l'époque, quand il y a le petit là qui avait du Nike, c'est du Nike, hein. C'est pas n'importe quoi. Ou Adidas. Genre le pull, il coûte 20 balles. Le pantalon, il coûte 30 euros. Il a 50 euros sur lui. C'est un truc de fou. C'est un enfant de riche. Aujourd'hui, les petits jeunes, c'est Gucci, Louis Vuitton, c'est les pulls à 1500 euros, c'est le pantalon à je sais pas combien, les chaussures, j'avais vu des chaussures à 3000 euros. Les jeunes, c'est ce qu'ils regardent, les petits jeunes, ils veulent acheter ça. Donc du coup, en termes de vêtements, ils sont à 4-5 000 euros. Et nous, à l'époque, c'était le même niveau, mais à 30 euros, 40 euros. Ouais, on n'a plus les mêmes standards. Exactement. Et c'est très dangereux parce que, parce qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes rapports tu vas l'avoir où cet argent? Il va voler, il va tricher, il va faire quoi? Et du coup, il a plus la valeur du travail. Et ils se sont exploités. Dès qu'il te fait un petit truc, ils se sont exploités. Il faut changer
Je pense que ça va se changer. Ça va changer, mais c'est la génération sacrifiée, je pense. C'est cette génération malheureusement qui vont payer les pots cassés, qui vont se réveiller en retard. Mais quand ils vont se réveiller, je pense qu'ils vont être tellement énervés qu'ils vont soutenir leur future génération, quoi. C'est pour ça que je répète souvent, moi, qu'il faut pas être dans cette course à consommer du contenu, à devenir des consommateurs de contenu inspirant. Je pense que c'est ce qui casse tout, en fait. Il y a une vraie économie de l'attention. Donc, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, si on passe sa journée à scroller sur TikTok ou sur n'importe quel réseau social et qu'on consomme encore et encore du contenu sans jamais rien faire, sans agir, bah forcément, on peut pas s'attendre à réussir quoi que ce soit dans la vie. Vous avez raison. En fait, il y a que le travail dur qui paye. Et ça, c'est bien de remettre un peu les pendules à l'heure, effectivement. Et la bienveillance aussi. Et la bienveillance. Il faut être bon. Moi, je vois, nous, on a une chaîne sur Instagram, TikTok, TikTok aussi, et Facebook. Ouais. Et le truc qu'il y a, c'est que les gens, ils sont méchants sur les réseaux. Moi, je lis pas les commentaires. Mais tu verrais l'énergie qu'ils mettent pour écrire ça. Mais c'est d'une méchanceté gratuite. Et moi, je suis pas méchant en fait. Et même quand je fais des vidéos, c'est pas des contenus vicieux ou arrogants. C'est pour essayer de comment me manger ou des petits conseils, etc. Même si t'es bon, t'as toujours des gens qui sont mauvais et beaucoup. C'est pas un petit peu. T'as beaucoup. Et je pense que ces gens-là qui sont mauvais sur Internet, ils font du mal. Bah, arrêtez et commencez plutôt à travailler ou à apprendre ou à lire un livre. Ça, peut-être, ça fait longtemps qu'ils ont pas lu. Mais vous savez ce qu'on dit, Slim, quand on commence à avoir des haters, c'est qu'on a réussi. Ouais, mais ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas, mais dans un monde idéal. C'est dommage. Ça crée des méchants, en fait. Ça crée des gens méchants pour rien. Des frustrés. Peut-être. Non, en tout cas, nous, on n'est pas frustrés. Hein. Vous pouvez mettre tous les commentaires que vous voulez. C'est un appel au commentaire. On a un community manager. Moi, je lis rien. Je vis tranquille. Vous êtes en train. Ils sont en train de s'énerver sur leur truc tout seul. Moi, j'ai ma famille. Je suis heureux. Je vis mon truc tranquille. Ouais, mais c'est comme ça. Mais au début, qu'est-ce que c'était dur les réseaux sociaux au début. Ça faisait très mal. C'est dur. Hein. Ça faisait dur parce qu'on peut pas plaire à tout le monde en fait. Bien sûr. Et les gens ils peuvent pas nous comprendre comme nous et puis on vend un truc riche donc forcément. Alors nous en plus dans notre communauté c'est un peu particulier parce que vu qu'on est musulmans, les musulmans sont censés tous être pauvres. Donc il faut qu'on fasse que des trucs pas chers, limite vendre de la viande à perte pour faire plaisir aux gens. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Non, en fait, vraiment les réseaux sociaux. Vous avez appris à vous détacher très en tout toxique. cas. Oui, très toxique. Moi, lui rapidement. Moi, j'ai mis un peu plus de temps parce qu'à l'époque, c'est moi qui gérais les réseaux sociaux. Ah oui. C'est une catastrophe, mais je gérais quand même. Et il y a des jours où je prenais cher. Et je dis, Karim me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, regarde ce qu'on nous envoie. On dit qu'on est je sais pas quoi. Non, pourquoi il dit ça? Karim me dit, qu'est-ce que tu t'en fous? À la boutique, ils te le disent. Non, à la boutique, ils sont tous gentils. Alors, vas-y. Et du coup, voilà. Le mec, il te dit, oui, j'ai des preuves. C'est pas halal chez eux, mais j'ai des preuves. Attention, bah, vas-y, fais ce que tu veux, frérot. De m'emmerder, tu vois. Et ce qui est fou quand même, c'est que sur, allez, je dis 20 commentaires positifs, il y en a un de négatif, on va faire le focus là-dessus. Exactement. Malheureusement. Parce que ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Exactement. On peut rien faire. Bah, il y a Cédric Grelet, qui prend cher lui aussi. Oui. Il en a parlé récemment dans une interview avec Mouloud Achour. Et lui, il a beaucoup de mal à gérer ça. Oui. Ça le touche énormément. Oui. C'est vrai qu'il reçoit quand même pas mal de négativité. Bah, malheureusement, moi, j'aime beaucoup Cédric Grelet. J'ai goûté ce qu'il fait, j'ai bien aimé. Pour moi qui mange pas très sucré, et bah, je trouve que ses pâtisseries sont bonnes. Après, bon, c'est vrai qu'il est critiqué pour le prix. Il y a des choses, je pense, qui sont justifiées. C'est pour ça que je vous en parle. Je trouve qu'il y a des similitudes. Mais il y a beaucoup d'heures de travail, en fait. Les gens, ils le voient pas, ça. Il y a beaucoup d'heures de travail. Après, je suis pas pâtissier. C'est-à-dire que je peux pas, je connais pas ses coûts d'achat, ses matières premières, etc. Mais je suis trop admiratif sur ce qu'il fait. J'espère un jour le rencontrer. Parce que c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup, on parle de lui souvent, mon frère et moi. Franchement, et quand même quoi. Bah, Cédric Grelet, allez chercher votre viande chez les jumeaux. Non mais c'est incroyable ce qu'il fait. Bah oui, c'est incroyable ce qu'il fait quand même. Ouais. Non, en tout cas non. Le mec il est critiqué, c'est vrai, mais il a la queue tout le temps. Donc c'est top. Exactement. Non, je pense que si j'ai un message à lui faire passer. Mon ami, écoute. Allez-y, profitez-en. Oublie tes réseaux sociaux, laisse tes community managers le faire. Surtout que lui, il est dans l'innovation. Et ça, en fait, ça se paye, ça. Parce que j'ai vu des pâtissiers qui le critiquent, mais ils sont toujours dans leur pâtisserie ancestrale. Lui, quand même, le mec, il passe des millions d'heures à créer des choses, à créer des nouvelles techniques, etc.
D'accord? Et ça, en fait, ça se paye, monsieur, dame. C'est pas gratos comme ça. Je sais pas quoi. Le mec, vous, quand vous êtes en train de vous reposer, quand vous êtes en vacances, je sais pas quoi, ce mec-là, il est en train de travailler pour des nouvelles recettes, etc., etc. Et il est en train de changer l'univers de la pâtisserie. Alors, il y en a d'autres qui le font aussi, qui sont malheureusement moins connus. Et je leur remercie aussi. Mais en tout cas, Cédric, il passe un très beau message. Et je pense que, s'il nous écoute, il devrait arrêter de regarder les commentaires et d'être juste focus. De kiffer sa vie, voilà. Ta vie, Parce qu'il y a personne qui viendra te voir et te dire ouais, c'est pas bon ce que tu fais, etc. Tout le monde va te dire bravo, faire des photos avec toi, etc. Du coup, continue comme ça. En fait, faut pas que les gens te rendent malade. Voilà. Faut pas que les gens te rendent malade. Et moi, personne aura ma peau. Vous voulez me critiquer, critiquez-moi, mais moi, je m'en fous. C'est Karim qui m'a appris complètement. Je vais tomber malade pour eux. Eux, ils vont être en bonne santé et moi, je vais tomber. Alors, au début, oui, c'est vrai que je suis tombé malade. J'ai fait des crises. J'étais dans mon lit pendant des semaines, tout seul, comme ça, parce que lui, il parle. Mais je m'en fous, en fait. Je vais donner ma santé pour les gens qui critiquent. Eux, ils vivent et moi, non. Alors, faut comprendre que, monsieur, dame, ceux qui lancent des mauvais avis pour dans la restauration, etc., etc., sachez que vous faites du mal aux gens. Alors, si c'est justifié, allez-y. Vous êtes tombé malade. Vous prévenez le service d'hygiène, etc. Oui, allez-y, y a pas de souci. Mais vous donnez des mauvais avis, vous êtes en train le mec, peut-être, il a une boulangerie. Vous lui avez mis une mauvaise note, etc. Le mec, ça se trouve, il a fermé, il a des enfants, etc. à cause de vous. Faut vraiment, c'est un problème qu'il faut relever. Alors, nous, on a une bonne clientèle et on est très, très bien noté, etc. Mais c'est un message que je passe pour tous les artisans. Donc, je pense que aucun artisan en France sera contre ce que je dis. Vraiment, faites attention, les clients. Quand vous notez quelqu'un, faites attention que vous allez lui faire du mal. Si c'est vraiment justifié, allez-y. Si vous êtes tombé malade ou quoi que ce soit, mais si c'est pour méchancer comme ça, bon. Quand on vous écoute parler, c'est super intéressant, c'est passionnant, et il y a surtout des choses qui ressortent beaucoup. Votre éthique professionnelle, le goût du travail bien fait, l'exigence, toutes ces valeurs très importantes, c'est des valeurs que vous avez de vos parents, en fait, qui vous ont inculquées depuis votre plus jeune âge, de votre éducation, c'est bien ça. Oui. C'est ce qui fait, en fait, la qualité et la réussite de votre business aujourd'hui. Exactement. C'est bien, ouais. Et vous pensez du coup que c'est grâce à ces valeurs, à cette transmission que vous avez réussi à un tel niveau. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos parents aujourd'hui ? Qu'on leur doit tout. On leur doit tout. C'est toute cette réussite, on leur doit qu'à eux. Si demain vous me dites bravo les jumeaux, il y a mes parents là-bas, va leur dire à eux parce que c'est grâce à eux, c'est pas grâce à moi. Peut-être qu'on aurait été bon sans eux, mais pas à ce point-là. Et aujourd'hui, on est toujours présent avec eux. Hein. On vit quasiment en communauté avec eux. Ils travaillent aussi avec vous, non ? Maman, elle travaille avec nous dans la comptabilité. Et mon père, il nous aide un petit peu dans le bâtiment. Donc des fois, il y a un truc à peindre, etc. Il nous aide et ils sont toujours là pour nous. Et nous, on est là aussi pour eux. Et aujourd'hui, on est en train de prendre de l'âge, on grandit. Eux, ils sont en train de prendre de l'âge, ils vieillissent. Et on veut rester proche d'eux et leur remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire. Et cette transmission qu'on a eue, on veut aussi le transmettre à nos enfants par la suite. Et on a nos grands-parents qui ont eu la même éthique que nos parents. Donc ils ont transmis à nos parents, que nos parents ont transmis à nous. Et donc du coup, on veut que ça perdure et c'est une question de transmission en fait. Ça, c'est important. Ouais, ces valeurs-là, c'est le plus bel héritage, en fait. Ouais. Hein. Donc, mes parents, ils peuvent être fiers on est fiers d'eux et tout ça, c'est grâce à eux. Voilà. C'est un beau message, en tout cas. De A à Z. Tout. Comment s'appellent vos parents ? Alors, mon père s'appelle Mounir et ma mère s'appelle Zainab. Voilà, on leur rend hommage. Ouais. Alors, je vous ai demandé d'apporter un objet chacun, quelque chose qui est cher à votre cœur, quelque chose qui a une signification pour nous raconter un petit peu l'histoire qui se cache derrière. On va commencer par vous, Slim. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous apporter ? Alors, j'ai ramené... on a choisi ça ensemble, en fait. Ah, d'accord. Donc, en fait, ça, c'est une ceinture noire de karaté. Je vais la dérouler comme ça. C'était mon sensei qui me l'a offert. Il s'appelle Jean-Claude. C'est lui qui nous l'a offert. Oui. Et en fait, ça, cette ceinture noire, c'est la persévérance, la rigueur, la droiture, le respect de ses supérieurs.
Et c'est que grâce à ça qu'on a eu notre ceinture noire, parce que on s'entraînait lundi, mercredi, jeudi, samedi. Donc on s'entraînait tout le temps pour devenir ça, parce qu'on n'avait pas un talent exceptionnel dans le karaté. On n'était pas très très fort, mais le fait de s'entraîner et s'acharner, on est devenu très très fort. Tous les deux. Oui, tous les deux. D'accord. Et ça a été, ça c'est la consécration pour nous. Après, on a dû arrêter le karaté parce que on a ouvert notre boucherie à 20 ans. Mais pour nous, ça c'est le karaté, c'est pas du combat, c'est de l'art martiaux, c'est de la noblesse, et ça te permet de canaliser et d'être droit. Et tes efforts, tu les vois que avec les années. Tu t'entraînes tous les jours, à fond, et tu vois ton travail que 6 mois après. Et en fait, nous, c'est ce qu'on a vu aussi par rapport à la boucherie. Dans notre métier, on l'a vu que des années après, qu'on a commencé à gagner un petit peu d'argent, etc. Ça nous a mis des années. Et du coup, le karaté, pour moi, ça représente ça. Enfin, la ceinture noire. Et on reste un petit peu sur ça oui, quand même. Oui. Super important, en fait, de pratiquer un art martial quand on est jeune. Ouais. Parce que ça nous apprend, comme vous l'avez dit, la persévérance, la discipline, c'est ça? Oui. La combativité. Complètement. Vous êtes tous les deux ceinture de karaté? Ouais. Tous les deux? Oui. On était prof de karaté aussi, nous deux. Prof de karaté aussi? Ouais. D'accord. On était senpai, donc assistant du sensei, et après on est devenu aussi professeur un petit peu. Donc ça représente quand même une grande partie de votre vie. Oui. Enfance, adolescence, c'était à quel âge? Enfance, on a commencé à 4 ans, on a arrêté à 20 ans. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. On a commencé très très jeune et on a fini à 20 ans. On a dû sacrifier le karaté pour la boutique. Notre réussite professionnelle. La ceinture noire, c'est le plus haut niveau? Alors oui, ça- après il y a des dan. Après c'est les Dan. Première Ouais. Dan. Nous on est deuxième dan. Et après il y a jusqu'à 8. 9. Mais en fait, tout ce que vous faites, j'ai l'impression que vous le faites à fond quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est ça. Hein. C'est le côté un peu. Alors attendez, faut que je cherche le mot. Les gens qui sont Perfectionniste? c'est un peu plus, c'est pas vulgaire du tout, mais les gens qui ont des problèmes de, comment ça s'appelle, Justine? Attends, Là, il faut que le langage des jumeaux se mette en action. les autistes, voilà. Ah, Ça oui. c'est comme on fonctionne un peu comme les autistes. Et d'ailleurs, quand on était un peu plus jeune, à l'école, on nous avait diagnostiqué un peu comme ça. D'accord. Et du coup, quand on avait, je crois, 6 ans, l'école, le directeur est venu voir nos parents pour nous dire voilà, vos enfants ils sont un peu particuliers, il faut les ramener dans une école pour les handicapés spécialisés. D'accord. Voilà, d'accord. Et en fait, à l'époque, on n'était pas encore, on n'a pas encore ouvert les yeux. On était encore. Moi, j'ai aucun souvenir de mes 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai aucun souvenir. Je me rappelle, je me suis réveillé un jour à 8 ans, j'ai commencé à vivre et on a un petit côté autiste en fait, un tout petit. On n'est pas autiste, hein. Pas du tout. Mais vous faites attention aux détails déjà. En fait, on est un peu comme les autistes que moi j'admire beaucoup en fait, parce que ils sont à fond dans leur truc en fait. Moi, j'ai une petite fille et je vois qu'elle grandit tous les jours et je vois que chaque chose, chaque détail compte pour elle, etc. Et nous, on se rend pas compte de ça. Et du coup, on fonctionne un peu comme ça, comme les enfants ou comme les autistes. On va dans quelque chose, on va loin. Ouais. Voilà, comme je vais vous dire un truc bidon, par exemple, pour les gens c'est bidon, le sel, on utilise pas mal de sel. J'ai acheté peut-être une dizaine de sels différentes. Et le sel, nous on le débactérise parce que le sel ça vient de la mer. Et la mer, il y a les mouettes, il y a des choses qui sont mauvais dans le sel. Et du coup, nous, on le débactérise pour enlever toutes les mauvaises bactéries, on va dire. Ça c'est du détail, c'est quelque chose. Mais on fait ça dans tout, en fait. Il y a pas une épice, il y a pas un process de fabrication qui est laissé au hasard. Ouais, c'est ça. Tout est minutieux. Tout est fait de manière à... Tout est calculé, tout est dans le détail. Moi, j'aime beaucoup. Et des fois, le détail sur un produit, ou sur une chose, ou sur un geste, on peut passer des heures et des jours et des semaines concentrés que sur ça. C'est un peu la philosophie japonaise, hein. Ouais. Quand on veut tendre vers l'excellence. Ouais, pas le karaté. Pas le karaté, hein. Complètement. Ouais. Ben, en tout cas, nous, on travaille comme ça, où on va très loin dans ce qu'on fait, mais vraiment très loin, mais vraiment très, très, très loin. Et des fois, alors, c'est vrai que ça va pas se ressentir comme ça en termes de goût. Je vous parle d'un produit, mais il y a eu du travail derrière. Et vous le savez, et c'est ce qui compte en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Des fois, il y a des gens, ils vont pas dire mais je vois pas une grosse différence, etc. Mais pourtant, il y a quelque chose, quoi.
Ouais. Il y a quelque chose. Alors les gens qui sont un peu sensibles, les gens qui sont dans la gastronomie, mais vraiment très poussés, ils vont peut-être comprendre. C'est pas l'enfer pour les employés, ça? Non, parce que pour eux c'est normal. C'est normal. Ça devient normal. On a des employés quand même qui sont là depuis. C'est de notre famille. Nos employés, c'est notre famille. Hein. Ça fait des années qu'ils sont là. Pour eux, c'est normal. D'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de parler à la femme d'un de mes salariés qui me dit, mais vous avez changé mon mari parce que il était sale avant, il était comme ça. Et là, il est propre, il est ordonné, il est bien. Même sa manière de penser, etc. Il y a une transformation qui s'est opérée là. Parce C'est que bien. moi, dès le début, je dis, tu vas faire du ménage. Ah, tu vas taper du ménage. Si tu fais pas de ménage, tu fais rien, c'est la porte. Parce que tout le monde doit nettoyer. On a des gens qui nettoient. Il n'y a pas de sous-tâche en fait. Non, tout le monde doit nettoyer. On veut de la polyvalence. Et un soi-disant un boucher ou un charcutier honorable, etc. Et ben il fait la vaisselle lui-même. Parce qu'il doit nettoyer ses couteaux, il doit faire attention aux détails, en dessous, au-dessus, partout en fait. Et ça c'est la rigueur. On revient sur la rigueur. Moi, la pire chose c'est tu rentres à la boutique et tu dis ça sent pas bon ici. Moi ça serait une gifle. Oui, parce que on doit pas être sale, on doit sentir bon. Je suis désolé. Moi c'était en carrosserie. Je me souviens, j'avais sur un établi, j'avais jeté comme ça là. Il m'a dit, c'est pas parce que c'est la mécanique, c'est la carrosserie que tu dois être sale. Tu dois être propre tout le temps. Et maman, on a une maman, elle est à carré. C'est vrai? Ah oui, faut que ça soit propre, faut que ça soit nickel. Et heureusement, et c'est grâce à elle qu'on est comme ça. Bah oui. Ça vient peut-être d'elle tout ça. Oui, complètement. Les parents et même mon père. Hein. Moi, tous les dimanches après-midi, il fallait nettoyer les camions, il fallait nettoyer la voiture, il fallait tout nettoyer. Et ça, de quand j'aurais 8 ans, 10 ans, petit. Mais il y a aussi autre chose qui est hyper surprenante et inspirante chez vous. Je trouve que vous êtes des personnes très très concentrées sur ce que vous faites. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez atteint un tel niveau d'excellence dans votre domaine, parce que vous êtes focus, concentré. Et on pourrait peut-être de prime abord penser le contraire quand on travaille avec son frère. On pourrait se dire on est vite distrait parce qu'on est avec son pote, on est avec son frère jumeau. Et vous, c'est pas le cas, quoi. Vous restez vraiment sur votre lignée parce que vous êtes pareil. On est les mêmes. Vous êtes les mêmes. On passe au deuxième objet. Donc le deuxième objet, c'est qui me le présente? C'est moi parce que je sais pas. Allez Slim, lancez-vous. Ça, elle a 100 ans. 100 ans? Oui. C'est à ma grand-mère, d'accord, qui l'a donné à ma mère, qui lui a transmis, et c'est son plus grand héritage. Ça, c'est un héritage de famille. Et il y a des gens qui peuvent hériter d'appartements, de maisons, pour eux c'est le plus important. Pour nous, c'était ça. Et du coup, aujourd'hui, ma mère l'a. Demain, je voudrais l'avoir et transmettre aussi à mes enfants, parce que vous voyez, ce tissu a 100 ans et on dirait pas. Il est tout neuf, il est tout beau, il est tout propre. Et c'est en fait, il est même brillant. C'est la valeur des choses en fait. La valeur des choses, c'est tu fais attention à ce que tu as, que ce soit des chaussures, des chaussettes, même un sopalin, un vulgaire sopalin, quand tu dois faire attention à chaque chose. Et demain, t'as de l'argent ou t'en as pas, ça change pas. Tu dois faire attention. Et ça, il y a aussi une valeur religieuse où tu dois faire attention à jeter les choses, etc., etc. Et en fait, ça représente aussi notre travail et notre façon de vivre, où il faut faire attention à tout objet et à toute personne aussi. Voilà. En tout cas, c'est beau, c'est magnifique. Je vous le donne pas. Hein. Non, bien sûr que non, je me permettrai pas. Je veux dire, je vous le donne et après pas. Vous parlez de votre grand-mère avec beaucoup d'émotion. Quel souvenir vous gardez d'elle? Elle était joyeuse, très joyeuse, et on sentait l'ADN de ma mère en fait. Tout ce qu'elle lui a transmis, je retrouve ma mère et je me retrouve moi aussi. C'était une femme très forte. Et illettrée. Elle savait pas du tout ni lire ni écrire, mais pourtant, elle a bien éduqué ses enfants avec des bonnes valeurs. Et d'ailleurs, notre grand-père aussi était commerçant. Et notre grand-père, c'était un personnage, quoi. C'était vraiment quelqu'un il aurait pu être avec nous aujourd'hui à côté de nous, quoi. Tellement que c'est quelqu'un de très très fort. Et du coup, c'est la transmission. La transmission, elle est nécessaire pour la réussite de quelqu'un et de ses enfants. On peut dire qu'on n'a rien fait. On peut dire que c'est grâce à nos parents, nos arrière-grands-parents qui
qu'ils ont eu cette intelligence de transmettre les choses petit à petit. Voilà. Je peux vous demander son prénom? Douja. Omidouja. Bah, en tout cas, vous lui rendez un très bel hommage aujourd'hui, je trouve. J'aime beaucoup les valeurs familiales que vous avez. Elles sont très importantes. C'est le fondement, les fondations de votre vie, de tout ce que vous faites. Et je me retrouve beaucoup là-dedans. Donc vraiment, c'est un plaisir de pouvoir partager, échanger avec vous sur ces sujets-là. Parce que, comme vous, pour moi, la famille, c'est le socle. C'est tout ce qui est de plus important dans ce bas monde. Ouais, on est d'accord. Bah, paix à son âme, en tout cas, c'est un très bel hommage. Merci d'avoir apporté ces objets. Alors, vous le savez peut-être, on a un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Vous allez voir, c'est des questions qui sont un peu fun. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on fait comment, du coup? Le principe est simple. Je vous pose la question et vous répondez chacun à votre tour. D'accord. C'est bon, c'est parti? Ouais. Parfait. Alors, on commence avec vous, Slim. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Je me douche. Je m'étire. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Le Coran. Le Coran. Quelle est votre dernière folie financière? Un parfum. De quoi faire? Ça a dû vous coûter très cher, cette histoire. Très très cher. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? J'adore les gaufrettes. À la banane. Quand on voit directement Tunisie. Faut que je me débarrasse de ça. D'arrêter de faire confiance aux gens. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Sois fort. T'as travaillé 18 heures aujourd'hui, c'est rien, vas-y. Vas-y, dors. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie? Mes spécialités. Mes ambitions. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain? Mon régime. De boire moins de café. Quel est votre plus grand regret? D'avoir perdu mes cheveux. C'est même pas vrai en plus. J'ai jamais de regrets. Si vous aviez 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? Un jeune qui va se lancer dans une nouvelle affaire. M'associer avec Cédric Grolet. Ah oui, avec 100 €? Why not? Quelle est votre plus grande phobie? La saleté. Ah ouais, là c'est la saleté. Il y a pas de phobie. Il y a pas d'autre. Il y a que celle-ci. La saleté. Les bus. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres? Leur manque de sérieux. Leur manque d'intelligence. Quelle est votre Madeleine de Proust? Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance. Un plat tunisien qui s'appelle le besbès. L'odeur du goudron. Ah. C'est pas le besbès. Curieux. Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Zidane, direct. Bernard Tapie. Selon vous, quel est le pays où l'on mange le mieux? La Tunisie. La France. Quel est le domaine dans lequel vous excellez? Le commerce. L'innovation. Et le domaine dans lequel vous êtes vraiment très très nul? Les mathématiques. Ouais, les mathématiques. La chimie. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Comment je gère les choses. Mes idées, l'innovation. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Trop exigeant. Trop chauve. Allez, avant-dernière, quel invité aimeriez-vous voir dans le prochain épisode du Manal Show? Le patron de Brandy's Café. Ok, très bien. Parce qu'il est votre partenaire? Oui, mais c'est quelqu'un, c'est une tête aussi. Il va vous surprendre. Il a quelque chose. Il est très humble. Parfait, je prends note. Moi, il y a un monsieur que j'apprécie énormément. Il s'appelle Silax Pâtisserie. D'accord. Merci pour ces suggestions. De rien. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir?
Moi, je prie avant de dormir. Moi, je pardonne tous les gens qui ont dit du mal sur moi ou quelque chose comme ça. Avant de dormir. Avant de dormir. Je sais pas, c'est ouais. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu des questions rafales. Alors franchement, je ne vous ai pas vu aussi sérieux pendant tout l'entretien qu'au moment des questions rafales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une pression? Non, mais il faut répondre, quoi. Vous étiez stressé? Qu'est-ce qui se passe là? En fait, la question, il faut essayer de répondre avec juste un mot ou deux. Ouais, il faut être honnête, faut parler avec son cœur, donc. Ouais, et faut trouver la réponse juste. J'avais l'impression que c'était ça aussi, non? Non, il y avait beaucoup de réponses de questions intéressantes. Parfait. Et donc du coup, non. Il aurait pu avoir aussi beaucoup de réponses, donc. Ouais. Il faut choisir la bonne, une bonne réponse parmi tant d'autres, en fait. En tout cas, vous étiez très studieux. Hein. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bon, on va finir avec une dernière question qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous êtes toujours dans ce désir de transmission. Donc, je pense qu'elle va plutôt vous plaire. Je vais d'abord m'adresser à vous, Karim. Si vous deviez donner un conseil au jeune Slim de 16 ans, ce serait lequel? Écoute-moi. Non. Entre nous, c'est vrai. Je leur ai dit, écoute-moi, t'inquiète. Mais non, je vais pas le dire. Persévérance, crois à tes rêves, crois à Karim. Non, mais c'est vrai, parce que c'est moi qui j'ai inventé pas mal de choses. En fait, sans mon frère, je suis rien. Et sans moi, il est rien aussi. Donc, du coup, en gros, crois à tes rêves, persévère et continue ton travail. Et t'inquiète pas, même si t'as pas d'argent avant tes 25 ans, c'est pas grave, t'inquiète. Voilà. Et vous, du coup, Slim, quel conseil vous donneriez au jeune Karim de 16 ans? N'écoute pas les gens. N'écoute surtout pas les gens. Et ce que t'as dans la tête, fais-le. Et si tu te casses la figure, relève-toi. Et tu te casses encore la figure, relève-toi. Parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cet épisode. Merci Franchement, beaucoup. c'était un vrai plaisir d'échanger avec vraiment. vous. C'était passionnant. Vous avez transmis et partagé beaucoup de choses intéressantes de votre parcours, de votre histoire. J'imagine à quel point les personnes qui nous ont écoutés ont aussi apprécié. J'espère en tout cas autant apprécié que moi, je l'espère. Est-ce que pour finir, il y a quelque chose que vous auriez aimé dire et que je vous ai pas forcément donné l'occasion de dire parce que je vous ai pas forcément posé la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à tout ça? On est dans ce monde pour faire du bien autour de soi. Il faut pas oublier ça. Donc si on a une difficulté profonde ou on a un sentiment qu'on est mauvais ou qu'on fait pas des bonnes choses, et peut-être changer sa philosophie, changer état d'esprit et faire du rire, on appelle ça, hein, faire du rire, et faire des bonnes actions et des bonnes choses à travers soi, à travers les gens. Et la vie, elle est d'amour, quoi. Donc du coup, il faut être bon. Voilà. Pour moi, c'est un truc que je ressens en moi. Et il faut que je dise à tous les gens que j'apprécie ou qui me détestent. Et soyez bons. Voilà, c'est tout. J'aurais dit la même chose à peu près. Faut que les gens il faut avoir ce cœur pur, ce cœur bon. Arrêter d'être méchant. Faut être rêveur, mais faut aussi descendre sur terre. Voilà. Bienveillant, c'est tout. Bienveillant, ne pas faire du mal aux gens, ne pas faire du mal à soi-même. Voilà, je crois que soyez bon. Voilà. Soyez bon. Soyez bon, c'est un bon mot de la fin, je trouve. Soyez bon. En tout cas, n'hésitez pas, les personnes qui ont écouté ou regardé cet entretien, à laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir quelle est la perception justement des gens, parce que, comme je l'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et j'aimerais connaître justement votre perception sur la qualité des invités d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour finir, si on veut en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? Alors, Boucherie Les Jumeaux. On a un site internet, on fait de la livraison en France, donc en ligne. Sinon, l'adresse est au 97 rue de Paris, Les Lilas, 93 260. Donc voilà, c'est une très belle adresse et on peut s'y garer facilement parce qu'il y a un parking qui est collé à la boutique. Très bien. Voilà. Et sur Instagram et TikTok aussi. C'est ce que j'allais dire sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense Facebook, Instagram, voilà. Voilà quoi. Si on veut rentrer en contact avec vous, c'est par message privé?
Message privé, on a un community manager qui répondra. Parce qu'on peut pas, aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre et il y a trop. Voilà, c'est un peu. On a pour 3 heures par jour de notre comité qui travaille 3 heures par jour juste pour les messages. Mais si vous avez quelque chose à nous dire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir en boutique. Vous pouvez envoyer un DM sur les réseaux sociaux que notre community manager filtrera et nous transmettra. Voilà. Et on est présent pour la boutique, elle est ouverte et puis nous, on est toujours là en fait. Voilà. Donc on est quand même accessible pour les gens. Très bien. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.